Bienvenue au Parlement européen, cadre exceptionnel pour une émission exceptionnelle. Ce soir, de jeunes citoyens vont débattre avec le monde politique. Ils vont parler de leur aspiration dans une Europe qu'ils espèrent meilleure dès demain. Un débat tout à fait exceptionnel sur les grands enjeux de notre société, sur les grands enjeux de notre quotidien. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans QR, le débat. Le principe ce soir, il est très simple. 8 jeunes ont donc voyagé un peu partout en Europe. Ma mémoire me fait un peu défaut. Je vais lire ces pays. Suède, Lettonie, Malte, Pologne, Irlande, Croatie, Grèce et Espagne. Un principe simple, c'est une opération menée par la RTBF depuis plusieurs mois. Ça s'appelle un ticket pour l'Europe. Il ressort de ces voyages des jeunes des préoccupations, des questions, des interrogations, aussi des propositions. J'y viens dans un instant. Les questions, elles sont multiples et les enjeux sont importants. Nous allons parler ce soir de la paix, nous allons parler de l'immigration, nous allons parler du climat et de la pollution. Nous allons parler de la consultation citoyenne, mais aussi des valeurs de l'Europe. Ces jeunes ne se sont pas contentés que de voyager et d'observer. Ils ont formulé des propositions très concrètes sur l'Europe de demain. Symboliquement, vous le voyez, ils ont déposé ces propositions dans une urne. Ces propositions, on va en débattre et on va les remettre aux partis politiques à la fin de cette émission. Ils auront une semaine pour y répondre et on publiera tout ça sur notre site Internet. On va donc débattre ce soir avec des jeunes, mais aussi avec 5 têtes de liste aux élections européennes. On accueille Sophie Wilmès pour le MR, Elio Di Rupo pour le PS, Saskia Brikmont pour Écolo. On accueille Yvan Verhoekstraat pour les Engagés et Marc Botenga pour le PTB. On va commencer tout de suite, si vous le voulez bien. Quand on a préparé cette émission, on s'est dit, franchement, on ne peut pas passer à côté de la situation internationale. Elle n'inquiète pas que les jeunes, elle nous inquiète tous. Il se passe des choses au Moyen-Orient, il se passe des choses en Ukraine. Et évidemment, tout ça nous questionne sur notre sécurité, sur cette défense européenne, jusqu'à nous inquiéter de l'existence ou non d'un service militaire. Plusieurs pays appliquent ce service militaire, la Lituanie, le Danemark, la Suède et d'autres encore. Faut-il le rétablir? Ça aussi, on va en parler. Et on va en parler parce que le premier voyage qui nous a touchés, pour être très franc avec vous, c'est celui d'Amine. Il s'est rendu en Lettonie, à la frontière du conflit qu'on connaît entre l'Ukraine et la Russie. Il s'est promené dans les rues, Amine. Et puis au détour de sa promenade, il a découvert, c'est très symbolique, une petite plaine de jeux, avec des barrières autour et sur les jeux, des barbelés. Ça évoque la violence du conflit, ça évoque des enfants kidnappés. Et là-bas, la peur, elle grandit. Et sans vouloir être anxiogène, il est évident qu'on ne peut pas ne pas l'évoquer. Il a rencontré, au fond d'une cave, des jeunes lettons qui s'inquiètent de ce qui pourrait arriver demain. Regardez. We're all in our last year of high school. We're all 18, and we want to go to universities, but we also don't know that, as we might be called into a draft. The war in Ukraine, it's very real to us. It's right on our doorstep. Et vous, là, vous me parliez du service militaire obligatoire. Comment vous réagiriez si vous receviez la lettre? Est-ce que vous comprendriez ou alors vous ne voudriez pas du tout le faire? I would be pretty devastated. It would disrupt all my plans where I want to go to study for university. If I'm conscripted into the military and into the army, I see no value in dying in a war fighting against a Russian who is also statistically conscripted into the war and sent to fight. Bonsoir Amine. Toute proportion gardée, parce qu'on n'est pas évidemment dans la même situation que les Lettons que vous avez rencontrés, est-ce que vous êtes aujourd'hui vous-même inquiet? Bien, je pense qu'en Belgique, on se sent un peu épargné parce qu'on est quand même assez loin de ce qui se passe. Même si la situation en Ukraine nous a montré que voilà, ça pouvait aussi toucher l'Europe. Mais donc ici, non, ça va. Cette Europe, elle vous semble prête à ce qui pourrait éventuellement arriver? Et si pas, comment est-ce qu'elle peut mieux se préparer? Bien, donc je pense que oui, je pense qu'on est prêt. On a un bon système de défense. On est quand même bien lotis en Europe. La question de savoir si ça doit passer par un service militaire obligatoire, je pense que non. Je pense que ce n'est pas nécessaire. Et là, pour moi, la question ne se pose pas. Par contre, je suis quand même favorable à un service militaire facultatif. Je pense que ça peut donner des vocations à certains jeunes. Merci à vous, Amine. Même question à vous, Robin. Alors, vous n'avez pas voyagé dans un pays qui est à ce point concerné par cette problématique, mais je voudrais vous faire réagir à ce que vient de dire Amine, finalement, en ce qui concerne le service militaire. Moi, je suis aussi en défaveur du caractère obligatoire que pourrait avoir ce service militaire. Ça ne me dérangerait pas que ce soit facultatif, mais personnellement, je n'en ferai pas partie parce que je ne pense pas que ce soit le meilleur moyen de tirer profit de mon profil militairement, parce que ce n'est pas trop mon truc. Mais au-delà du service militaire, je pense que pour que l'Europe soit mieux armée
face aux guerres et pour sa stratégie de défense, je pense que ce serait une bonne idée d'avoir une vraie diplomatie européenne, un bloc européen, un peu comme les États-Unis avec leur secrétaire de la diplomatie, Anthony Blinken, qui dès qu'il part dans un pays, on parle de lui, il a vraiment une forte influence. Je pense que l'Europe devrait, à la place d'avoir ces 27 ministres des Affaires étrangères qui font des petits... Qui vont les uns après les autres, oui. Okay. Je pense que ce serait mieux d'avoir une personne, une voix claire pour l'Union européenne. Amine, vous iriez, vous, si le service militaire était facultatif? Alors moi, cette année, je suis en réto, donc j'ai déjà un peu mes plans de fait pour l'année prochaine. Donc, vu la durée du service militaire, je ne pense pas que j'irai. Sophie Wilmès, on a déjà entendu beaucoup de choses. Bonsoir. Bonsoir. Alors, l'Europe doit-elle se préparer au pire? On espère que non, évidemment, et on sent que l'inquiétude n'est pas la même que les pays frontaliers du conflit, évidemment. Mais est-ce qu'une manière de se préparer, ce n'est pas de dire, bah oui, il faut à un moment donné préparer cette jeunesse et donc un service militaire? Ça fait un grand débat là pour le moment. Alors, il faut savoir qu'au niveau du service militaire, toute l'Europe n'est pas alignée. Il y a des pays, effectivement, en Europe où le service militaire existe toujours et des pays comme le nôtre où ça n'est pas le cas. Nous, on est favorable à un service militaire volontaire, c'est-à-dire que celui et celle qui veut participer à un service militaire pourrait le faire et serait dans une réserve de recrutement. Si vous entendez un service militaire obligatoire pour toute l'Europe, ça voudrait dire revenir en arrière pour un nombre et la majorité en fait des pays européens et surtout les pays européens de l'Ouest qui eux ont aboli en fait le système de service militaire. Je ne pense pas que ça aurait grand succès. Par contre, de le rendre possible et de faire en sorte que nos jeunes puissent, même au travers de l'armée ou même au travers d'un service militaire volontaire, voyager au travers de l'Europe et apprendre de l'autre, ça je pense que c'est une bonne idée. Mais on n'est pas encore au stade où nous devons apprendre à tous nos jeunes impérativement à se battre. On reçoit déjà beaucoup de messages dans cette émission. Vous la commentez via nos réseaux sociaux, la page Facebook bien entendu, mais aussi l'application Opinio. Christine Piron nous dit ceci: on ne doit plus dépendre du bon vouloir des États-Unis pour l'armée, il faut des volontaires, pas des appelés. Tina nous dit ensuite de l'argent gaspillé, la création de tout cela, de l'argent gaspillé qui pourrait servir ailleurs. On vous a questionné aussi via l'application Opinio. Qu'en pensez-vous de ce service militaire? On va découvrir les chiffres ensemble. Vous avez été très nombreux là encore à nous répondre et très majoritairement en faveur d'un service militaire. Les chiffres ne s'affichent pas. Les voici. Oui, vous le voyez, à pratiquement près de plus de 80%. Non pour 14% d'entre vous. Précisons que Ludivine de Donder, la ministre de la Défense, a dit qu'il n'en était pas du tout question pour le moment, mais 84% de la population qui est pour, c'est tout de même interpellant, ça, Elio Di Rupo. Les gens ont l'air d'être très demandeurs de ça. Alors, je pense que la situation créée par la Russie et surtout par Poutine crée une certaine angoisse. Et cette angoisse, elle s'est renforcée par le conflit entre Israël et les Palestiniens en Gaza, mais pas uniquement qu'à Gaza, et ces derniers jours avec l'Iran et Israël. Et donc, c'est vrai qu'il y a une certaine angoisse. Mais je partage l'idée des jeunes. Le service militaire ne doit pas être obligatoire. Le service militaire doit être volontaire pour celles et ceux qui le souhaitent. Et dans le service militaire, il y a de très nombreux métiers. Donc les filles et les garçons qui souhaitent faire leur service militaire, être dans l'armée, peuvent s'épanouir, connaître énormément de choses. D'une manière générale, je pense qu'au-delà de cela, c'est la question de savoir si demain on devait être attaqué. Je partage l'avis que ce n'est pas pour demain. Les 3 pays baltes, dont la Lettonie, sont beaucoup plus fragiles, mais membres de l'OTAN. À cet égard, je pense en effet qu'au niveau européen, il y a un effort à accomplir. Cet effort, il est un effort d'abord de soutenir toutes nos entreprises de défense. Nous en avons énormément, en Belgique en particulier, du côté wallon, dans la région liégeoise. Et je pense qu'il faut soutenir, la Commission, l'Union européenne doit soutenir ses propres entreprises. Et les produits qui sont fabriqués doivent être compatibles les uns les autres, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Yvan Verhofstadt, je vais vous poser la même question. On sait que les dépenses, en ce qui concerne la défense, ces dépenses, elles ont augmenté au fil du temps. Ce n'est pas synonyme qu'on se prépare à quelque chose, évidemment, mais c'est important comme cette question. Alors, pour vous, plutôt une armée européenne ou plutôt un service militaire qui serait uniformisé dans tous les pays européens? Je pense qu'avoir une armée européenne aujourd'hui est indispensable. D'abord, il faut réussir et soutenir l'Ukraine, et ensuite, il faut créer une armée européenne.
dépenser plus au niveau de l'armée. Je pense qu'on a été trop naïfs pendant des années où on s'est dit qu'on pouvait dépendre des États-Unis. Aujourd'hui, au sein de l'OTAN, il faut qu'on ait un pilier européen fort parce que non seulement on n'investit pas assez, mais en plus on n'est pas du tout assez efficient. On a besoin d'une industrie européenne uniformisée parce qu'aujourd'hui les études montrent que pour 1 euro investi dans l'armée en Europe, non seulement on en met moins avec les Américains, mais en plus on est 10 fois moins efficace que les Américains. Pourquoi ? Parce qu'on a 17 sortes de chars différents. Quand vous avez 17 sortes de chars différents, alors que les Américains en ont un seul, ils sont évidemment beaucoup plus efficaces. On a 180 types d'armes différentes, alors que les Américains en ont 30. Et on a des talkies, des talkie-walkie, qui ne fonctionnent même pas entre l'Italie et la Hollande. On n'arrive pas à communiquer ensemble. Et donc il faut qu'on réindustrialise, qu'on relocalise une industrie d'armement pour être capable d'avoir une armée européenne et que notre argent soit investi correctement. On entend ce renforcement, une stratégie industrielle pour une défense européenne. Néché, bonsoir. Vous venez d'entendre déjà pas mal de choses sur ce plateau, vous aussi. Je me permets de vous présenter, parce que vous me l'avez dit, vous me l'avez confié, comme une anti-militariste. Et pourtant, sur le service militaire, Néché, elle n'est pas complètement opposée à l'idée. Alors, en effet, moi, ma position, c'est plutôt voir au-delà de la sécurité, voir le service militaire comme une continuité, une annexe à l'éducation. Et c'est aussi une école de la vie. Alors, l'obligation, pour que ça puisse aussi mêler toutes les différentes classes socio-économiques ou socio-culturelles, tout simplement, pour qu'on puisse s'y retrouver de différents horizons. Mmh. Et donc, je trouve que vraiment, c'est peut-être quelque chose qui manque actuellement, la discipline, et aussi de se retrouver de différents horizons, pour moi. Pourrait-vous tenter, un service militaire comme ça ? Absolument, si c'était le cas. Alors, aussi, la petite nuance, c'est que pour moi, ce serait à courte durée, de manière à ne pas anticiper sur les plans, que ce soit au niveau de l'éducation ou de la carrière des jeunes, en effet, voilà. Sur ce plateau ici, et à main levée, hein, et ce n'est pas un sondage, mais parce qu'on a comparé les chiffres, et il faut aussi savoir de quoi on parle, qui pense, sur un simple exemple, que l'armée russe est bien plus importante que l'ensemble des armées européennes ? À main levée, qui pense qu'il y a plus de soldats russes qu'en Europe ? C'est timide, mais finalement, vous avez... Et je vois qu'il y a des hésitations. Mais figurez-vous, alors pour autant, bien entendu, et on est d'accord que les chiffres qu'on reçoit de la part de la Russie soient exacts, mais si on assemblait toutes les armées européennes ensemble et le nombre de soldats, on arriverait sensiblement au même chiffre en Russie et en Union européenne. C'est un petit éclairage en plus. Vous allez découvrir les chiffres d'ailleurs à l'antenne. Vous voyez, par contre, en ce qui concerne la Chine, il y a une fameuse différence entre le nombre de soldats potentiellement disponibles. On le dit avec les réserves d'usage, il y a parfois des secrets militaires qui appartiennent aux différents pays. Saskia Bricmont, bonsoir. Une petite réaction à ce qu'on vient d'entendre, pas nécessairement sur les chiffres, hein, on ne va pas discuter des forces des uns et des autres, mais on vient d'entendre des jeunes qui nous disent « moi, je ne suis pas opposé à l'idée ». Bien sûr, il y a la problématique des études entamées, mais un service militaire, dans le cadre de la création, du renforcement d'une défense européenne, je ne suis pas opposé. Qu'en dit votre parti ? Bonsoir. Eh bien, mon parti n'est pas favorable au rétablissement du service militaire obligatoire. Ça doit rester un choix individuel de s'engager dans l'armée. Par contre, la Belgique a mis en place un service d'utilité collective. Et là, ça répond en fait aux préoccupations que vous mettez en avant. Le fait de pouvoir, avant d'aller travailler, remplir un service d'utilité collective qui permet aussi d'accéder à un emploi ensuite. Et donc, je pense que c'est une manière de répondre à cette envie de s'engager dans un projet avec une certaine forme de discipline, comme vous le dites aussi. Mais ces choix-là restent individuels. Et le secteur dans lequel on a envie de s'engager dans le cadre du service volontaire reste individuel aussi. Et pour nous, ça, c'est extrêmement important de continuer de cette manière-là, c'est évident. Après, ça pose la question plus large qui a été évoquée aussi de la défense européenne et d'une armée européenne. Et là, je rejoins ce que Robin a dit. Il faut d'abord que l'Union européenne renforce sa politique étrangère. D'abord, renforcer la politique étrangère, avoir une cohérence commune, arrêter aussi le deux poids, deux mesures. Quand on voit l'absence de capacité de l'Union européenne à se positionner dans le cadre du conflit à Gaza et d'avoir une position commune et forte pour mettre fin au risque de génocide, eh bien, il faut que la politique étrangère soit renforcée. Et la politique de défense vient comme outil au service de cette politique étrangère. Et attention, Robin, il est juste à côté de vous. Il vous disait... Sorry, mais moi, voir tous les ministres européens des Affaires étrangères qui défilent les uns derrière les autres avec les équipes de télévision qui les suivent, ça ne donne pas le sentiment d'une grande unité. Vous trouvez que c'est un peu ridicule aussi ? Il faudrait un chef qui y va au nom de tous les autres ?
Au nom de l'Union européenne, c'est censé être Joseph Borrell, le représentant aux affaires étrangères, qui est en fait le diplomate européen et qui est le porte-parole de la politique étrangère européenne. Le problème, c'est qu'on a vu que certains représentants d'institutions européennes, dont Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a voulu endosser ce rôle qui n'était pas le sien. Et ça montre une désunion, en fait. Donc il faut effectivement qu'à un moment donné, il y ait une parole unique de l'Union européenne sur la scène extérieure, et ça demande que les 27 se mettent d'accord, c'est toute la complexité. On a dit que ces questions, elles concernaient les jeunes, ceux qui sont ici autour du plateau, mais ça concerne finalement tout le monde, on est bien d'accord là-dessus, et puisque ça concerne tout le monde, on vous a donné la parole, à vous, tout le monde dans la rue aujourd'hui. Inquiet, pas inquiet, service militaire, pas service militaire, allez, quelques avis dans la rue, on vous écoute. Parfois oui, parfois non, parce que quand on entend tout ce qui se passe autour de nous, ça fait un peu peur quand même, quoi. Il y a toujours quelque chose, les attentats, les ceci, ça n'en finit pas. Actuellement, avec ce qui se passe en Ukraine, c'est sûr qu'il y a un stress. On n'est plus trop en sécurité. Personnellement, j'aurais aimé refaire mon service militaire. Bon, je n'ai pas eu l'occasion, mais je pense qu'il aurait dû être obligatoire. Moi, je trouve que ce ne sera pas plus mal, déjà pour nos jeunes, ne fût-ce que pour avoir aussi une certaine discipline à certains niveaux. Et même les filles, je trouve qu'elles devraient le faire de plus en plus. Mais sur un choix, pas sur une obligation. Par contre, au niveau défense, je pense qu'il faut miser sur l'Europe. La Belgique est un trop petit pays. Qu'on ne soit pas dépendant des autres continents, ça c'est certain. Bonsoir Lucas, un des jeunes présents ce soir. Merci d'être avec nous. Vous n'y croyez pas, vous, nécessairement, à cet OTAN européen. Le service militaire, vous y croyez un petit peu plus ? Pas spécialement. Je pense que le service militaire s'adresse à des personnes qui ont cette vocation. J'ai connu des personnes qui étaient très intéressées de le faire, mais pour qui ça a été un frein parce que pour elles, c'était trop long. C'était quand même le service militaire en Belgique, en tout cas sur base du volontariat, c'est 9 semaines d'initiation, puis après on s'engage 8 ans. Donc il n'y a pas de... C'est soit tout, soit rien. Et moi je trouve, et je rejoins aussi Mme Ricmont, c'est que ça doit être quelque chose qui est vraiment porté sur le choix et pas de forcer. Histoire de aussi respecter un peu le choix de chacun. On entend la question de la durée, que je croyais percevoir un peu chez Amine, notamment qui disait nous on entame aussi des études, et à un moment donné c'est important, et c'est évidemment quelque chose qu'on peut entendre. Marc Bottenga, petite réaction sur tout ça, parce que je vous ai vu hocher la tête déjà une première fois pendant ce débat, quand on évoquait notamment la question de l'armement, des industries, etc. Pas d'accord avec ce que vous avez entendu ? Et moi je pense que nous avons en Europe effectivement un défi qui est celui de la dépendance vis-à-vis des États-Unis. Donc aujourd'hui, quand on parle de militarisation, d'investissement militaire, souvent il s'agit d'armements qui doivent être complémentaires avec ceux des États-Unis. Et ça me semble une erreur. Je pense qu'on a besoin de beaucoup plus d'autonomie européenne là-dedans, dans la défense, dans la coopération européenne. Par contre, je me pose quand même la question, c'est qu'aujourd'hui, selon les chiffres, on dépense, je pense, 3 fois plus en matière de défense que la Russie. Avec l'OTAN, je pense que c'est même presque 10 fois plus en dépenses militaires que la Russie, on dépense plus que l'Inde, que le Brésil, etc. Et c'est là où je me demande si avec tous ces fonds, on n'arriverait pas à se défendre. Il y a quand même une question de comment ont été dépensés ces fonds. Que ont fait les politiciens de cet argent qui a été investi terriblement mal organisé? Et deuxièmement, je pense qu'aujourd'hui, en Europe, si on veut coopérer, on doit le faire pour se défendre. Donc trop souvent, quand on parle d'armée européenne, c'est un peu pour copier l'armée américaine, de dire on va faire la guerre en Afrique. Ça me semble une mauvaise idée. On a besoin d'une politique étrangère défensive pour la protection des Européens, pas pour faire la guerre partout dans le monde. C'est important le terme qui vient d'être utilisé, se défendre. Et je n'ai pas envie de parler que de militaires, Sophie Wilmès. Se défendre, ça peut être aussi être économiquement, informatiquement. On entend qu'on est quand même en danger sur des tas et des tas de domaines. Il y en a un qui vous inquiète, plus particulièrement, sur lequel il faut mettre la priorité ? Oui, mais si je peux juste réagir à l'argent qui a été dépensé par les pays européens individuellement. C'est bien ça l'objectif de l'Europe de la défense. L'Europe de la défense, c'est d'arrêter le saupoudrage entre guillemets. Pourquoi ? Parce que comme ça a été dit, chacun investit dans ces systèmes militaires qui ne sont pas forcément interopérables, c'est-à-dire qui ne sont pas forcément connectables avec celui du voisin. Il n'y a pas suffisamment d'achats communs, d'achats groupés entre les différents pays. Ça existe, on le fait en Belgique avec les Pays-Bas, etc. Et c'est pour ça que ça coûte plus d'argent pour un résultat
moins important. Et l'Europe de la défense, c'est précisément ça. C'est mettre ensemble nos capacités financières, mais aussi d'intelligence, pour pouvoir, avec les mêmes moyens, avoir des résultats plus efficients. Premier point. Deuxième point, c'est super important, parce qu'il y a quelque chose qu'on oublie. La guerre sur le continent européen, jusqu'à présent, on pensait que c'était plus possible, alors que c'est effectivement possible. Et c'est tellement possible que non seulement ça existe, mais vous remarquez vous-même quand on interroge les gens dans la rue que c'est une vraie préoccupation et une vraie inquiétude. Et donc effectivement, on doit prendre ça en charge. Et comme vous le dites, il y a la défense, mais il n'y a pas que la défense. L'autonomie stratégique, ça va bien au-delà. C'est notre capacité à nous prendre en main sans subir nos vulnérabilités par rapport aux autres pays. C'est la santé, c'est le marché intérieur, c'est l'indépendance alimentaire, c'est toute une série d'autres domaines, effectivement. Attention à vos temps de parole, je le précise, on est en période préélectorale. Ils sont chronométrés, ces temps de parole, et je devrais y veiller, même si on ne sera pas à la seconde près comme dans un débat des présidents. Marc Botenga, quelques secondes. Très rapidement, pour dénoncer la logique fallacieuse, en fait, de ce que vous venez de dire. Parce que vous dites, si on travaille ensemble, c'est plus efficace. Donc, du coup, quelqu'un de normal dirait, on va dépenser moins. Mais en fait, l'Europe de la défense dépensera davantage en affaires militaires. Donc vous dites c'est pour dépenser moins, vous allez dépenser plus. Donc c'est ça le problème. Et en fait, il faudrait travailler ensemble pour dépenser moins. Et ça, vous ne le faites pas. J'ouvre une parenthèse et plus qu'une parenthèse pour aller un peu plus loin dans cette question de la sécurité générale. Parce qu'on a parlé de la guerre, et c'est vrai que c'est un début d'émission un peu anxiogène, mais qui nous permet aussi de voir un peu ce qu'on peut faire. La guerre, parfois, on est obligé de la fuir. Et ça nous amène à nous poser des questions au sujet de l'immigration, évidemment, qui est un phénomène qui prend là aussi encore énormément d'ampleur. Sans vous inonder de chiffres, les chiffres sont en augmentation depuis 2020, que ce soit l'immigration régulière ou l'immigration irrégulière. Ça nous amène à nous intéresser à Neşe. Bonsoir Neşe. Vous êtes rendu en Grèce et vous nous ramenez une première image forte, Neşe. Vous avez rencontré des enfants en Grèce. Ce sont des enfants qui ont fui des situations très difficiles. L'image est touchante, elle est symbolique. Vous avez pris une feuille de dessin et vous avez dessiné la mer que ces enfants ont bien souvent traversée pour fuir des situations très très difficiles. Il a fallu traverser cette immense étendue d'eau et vous avez peint avec ces enfants. Et nous, ça nous a un tout petit peu touchés. Il y a des récits qui sont parfois durs, des récits qui sont parfois difficiles. Et vous en ressortez, on voit d'ailleurs ces images de ces enfants qui peignent. Les récits sont parfois durs. On en a sélectionné un parmi tout ce que vous avez entendu et ça nous permet de bien comprendre ce qu'on fuit aussi quand on parle d'immigration. On écoute et on regarde. Peux-tu m'en dire plus à propos du voyage que tu as fait donc, pour arriver jusqu'en Grèce? Dans quelles conditions tu es venu ici? The circumstance that I left, it was very harsh, it was very difficult because I had to cross the borders, which means that we had to basically run on the mountains, in woods, during the night, during the day, in hot and cold weather. And it was a very harsh journey. I remember that we had to eat grass, you know, eat leaves from the trees and so on. And I was almost losing my life throughout this journey. So it was very harsh. And this is not my own experience. It's also like experience of thousands and millions of other refugees that they go through. So very similar, everyone experiences. Neşe, quel est votre état d'esprit par rapport à ce que vous avez vu et entendu en ce qui concerne la situation des migrants? Alors, mon voyage m'a permis de mettre des visages sur des chiffres et des histoires. Je trouve que c'était assez particulier d'entendre des personnes qui ont vraiment subi ça sur le terrain. Plein de questions me reviennent. Et une première, c'est d'abord qu'est-ce que l'on fait à la source même en fait, des problèmes, donc comment la Belgique ou l'Europe se positionne par rapport à la création même de ces conflits, comment on se positionne au niveau de notre politique externe. Et puis la deuxième, c'est que la Grèce reste quand même la porte d'entrée de l'Europe. Et déjà avec la crise économique qu'ils ont, comment ils arrivent à gérer tout ça? Et donc je vois que ça se passe très très mal. Dans les propositions que vous remettez, et je voudrais bien qu'on en dise un mot, vous parlez d'une meilleure gestion des migrants. Quand vous avez vu ce qui se passe en Grèce, et on sait évidemment que la situation de Grèce n'est pas celle de la Belgique, ne serait-ce que géographiquement évidemment, vous réagissez comment? Vous êtes résigné, désespéré, révolté? Encore une fois, ce que je pense, c'est que les ressources humaines et économiques sont très limitées si on laisse la responsabilité à un pays seul de gérer une situation aussi problématique, même si je sais que les autres pays européens s'investissent. Je pense quand même que la Grèce reste assez souvent seule.
Et pour ceux qu'elle arrive à accueillir, donc pour les migrants qu'ils arrivent à accueillir, si les migrants arrivent déjà à faire le trajet jusqu'en Grèce, donc ça c'est déjà une forme de réussite. Il faut encore réussir à les accueillir de manière humaine et dans des conditions vivables. Mariam, je vous pose la même question. Vous êtes une jeune fille issue de l'immigration. Vous nous l'avez dit quand on a préparé cette soirée. Qu'est-ce qui vous choque le plus dans ce genre de débat quand on parle d'immigration et donc de personnes, des humains qu'on doit accueillir chez nous? Bonjour. Moi, je pense que les bases du débat, elles sont mal posées. À chaque fois qu'on parle d'immigration, le champ lexical, c'est problème, vagues d'immigration, insécurité, etc. Et donc, je pense qu'il faut changer un peu la manière dont on voit l'immigration, parce que c'est un peu un phénomène naturel. Et on voit bien avec la crise climatique, il va y avoir de plus en plus de gens qui vont devoir quitter leur pays. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Europe, elle doit poser les questions de comment accueillir ces personnes, au lieu de dire comment on va refouler ces personnes. Et essayer de mettre en place une politique d'accueil respectable, digne pour les êtres humains. C'est intéressant ce que vous venez de dire, Mariam, parce que Yvan Verhoekstra, ce qu'on vient d'entendre ici, c'est il faut se préparer à en accueillir encore davantage. Il y a évidemment les conflits internationaux, on en a parlé. Il y a maintenant cette immigration climatique qui se prépare. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on peut gérer? Ou est-ce qu'on va une nouvelle fois se retrouver devant un fait accompli qui va nous mettre toutes et tous en difficulté? Moi, ce que j'entends chez Neché et chez Mariam, c'est l'indignation. Et je pense que c'est important qu'on ait encore cette indignation. Même avec les engagés, on s'est aussi indigné. On s'est indigné en allant dormir carrément une nuit dehors devant le siège du gouvernement actuel pour dénoncer l'échec en Belgique, d'abord de l'accueil, parce que tu en parlais, l'accueil des migrants aujourd'hui en Belgique, c'est l'État belge, le gouvernement qui est condamné 10 000 fois. C'est aussi un échec au niveau européen, et tu le disais, s'ils arrivent, aujourd'hui il y a plus de 3 000 personnes qui meurent aujourd'hui en Méditerranée. Et c'est aussi un échec européen, parce que l'Europe c'est la solidarité, et qu'aujourd'hui il n'y a pas de solidarité entre les pays. Aujourd'hui la charge repose sur la Grèce, l'Italie, et dans le système actuel qui devrait être réformé, il n'y a pas de solidarité entre les pays et ça, c'est un vrai problème. Un petit coup d'œil, parce que là aussi, on a questionné nos téléspectateurs et nos internautes via l'application Opinio sur cette question de l'immigration. Et les résultats sont parfois durs. Regardez, en matière d'immigration, il faut être plus restrictif pour près de 85% d'entre vous, plus permissif pour moins de 8%. Ça n'a pas valeur de sondage. On est souvent, cela dit, une bonne représentation de l'opinion populaire à ce niveau-là. Saskia Bricmont, une meilleure gestion, ça veut dire quoi? Beaucoup disent la Belgique, elle a atteint ses limites. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce qu'on doit faire de plus? Ou est-ce qu'au contraire, il faut dire non, c'est un peu aux autres de prendre leur part? Alors, ce qu'on doit faire de plus, c'est certainement faire ce que vous avez fait, aller sur le terrain et prendre conscience de la réalité et du fait que quand on parle de migrants, quand on parle de réfugiés, on parle de personnes. Et je pense que la déshumanisation est un réel problème et que les discours de l'extrême droite ont progressivement envahi le spectre politique jusqu'à une partie de la gauche européenne. Et c'est malheureux de le dire, mais une vaste majorité a voté le pacte migratoire qui était censé apporter les réponses aux morts en Méditerranée, à la gestion des frontières, internes aux frontières, aux refoulements illégaux et à tous les problèmes liés à la non-gestion et à la mauvaise gestion non humaine de l'asile et de la migration en Europe. Malheureusement, les textes du pacte ne prévoient pas ça. Il n'y a pas de mécanisme de solidarité obligatoire et j'entends M. Verhoekstra s'en indigner, mais néanmoins, excusez-moi, mais il faut reconnaître que votre la situation sera plus solidaire ou moins solidaire demain par rapport à la situation actuelle. Monsieur Ludgen a donc voté pour le pacte et il n'y a pas de mécanisme de solidarité obligatoire entre les États membres. Est-ce qu'il y aura plus de solidarité ou moins de solidarité qu'actuellement? Ça ne va rien changer puisque ceux qui veulent accueillir, et c'est déjà le cas aujourd'hui, pourront le faire. Les autres devront payer 20 000 € par personne, par demandeur. Et aujourd'hui, c'est combien? Et ces 20 000 € pourront servir, tenez-vous bien, à financer les murs et les camps de détention qui sont aux frontières, dont le camp qui existe en Grèce et que vous avez certainement visité. Et ça, c'est un réel problème pour nous de déshumanisation, de manque de solidarité. Quelle est la réponse, du coup? C'est de prévoir des voies sûres et légales d'accès au territoire européen, de faire en sorte de désinciter, finalement, à avoir cette migration illégale et d'avoir des voies sûres et légales d'accès et des mécanismes obligatoires de solidarité entre États membres. Attention à votre temps de parole, encore une fois. Pardon, Marie-Claude Van Wenendaal, les messages que vous nous envoyez, on ne peut accueillir toute la misère du monde. Ceux qui sont admis dans nos pays, il faut un parcours d'intégration. Pour NAD, il faut être plus humain, mettre en place des parcours migratoires pour ceux qui en ont réellement besoin. Quentin, bonsoir. Bonsoir. Votre avis sur ce que vous êtes en train d'entendre? Il faut les mêmes règles pour tout le monde ou chacun doit faire en fonction de ses capacités d'accueil? Mais c'est clair qu'il y a quelque chose d'un peu inégal
quand on regarde les pays de la Méditerranée qui ont des flux migratoires, qui ont une gestion compliquée de tout ça, et c'est vrai que c'est indignant. On voit des conditions de vie qui ne sont pas acceptables, mais une obligation d'accueil dans chaque pays, j'ai l'impression que ce n'est pas toujours possible non plus. Chaque pays doit faire ce qu'il sait. Et, parce que justement, pour accueillir ces gens de manière digne, moi je pense que ça coûte de l'argent. Ça coûte... voilà, il y a des moyens logistiques à développer, il y a des moyens d'accueil. Fanny, vous êtes d'accord avec ça? Chacun en fonction de ses moyens ou les mêmes règles pour tout le monde? Oui, moi je suis d'accord avec à peu près tout ce que les jeunes ont dit. Donc je trouve aussi qu'il faut une meilleure répartition de tous les migrants qui arrivent aux frontières européennes et qui du coup ils sont accueillis mais dans des mauvaises conditions parce qu'ils sont beaucoup trop, donc il faut que ce soit mieux réparti. Et oui, il faut une politique d'accueil, mais il faut aussi une politique d'intégration dans les pays où ils sont en fait. Que ce soit au niveau de la langue, du travail, oui, qu'il y ait une politique pour qu'ils soient intégrés. Et il y a aussi des familles qui attendent d'avoir l'acceptation d'être... oui, ce sont des procédures qui prennent parfois énormément de temps. Oui, voilà, et ça prend du temps, et donc ils s'intègrent, et au final, ils ont un refus, et ils doivent partir, et ça aussi, c'est compliqué, et c'est pas très bien géré. Sophie Wilmès, on entend deux types d'arguments. Chacun doit faire en fonction de ses moyens. Non, disent d'autres, il faut des critères identiques partout pour que chacun prenne sa part. Votre position? Alors, je voudrais d'abord expliquer que opposer la déshumanisation des personnes qui sont en situation de détresse et l'organisation de la migration, certainement de la migration illégale, je trouve que ce n'est pas correct. Au contraire, quand on organise et qu'on fait en sorte que quand les gens arrivent sur notre territoire, on puisse très rapidement leur dire vous avez... Parce que les règles sont les mêmes pour tout le monde déjà, vous avez l'opportunité de pouvoir rester. Vous ne correspondez pas aux règles et donc il vaut mieux que vous soyez renvoyés chez eux dans les meilleures conditions possibles, le plus rapidement. Ça, c'est faire un stop au chaos et c'est rendre de la dignité justement aux migrants. Et donc je pense que le pacte et la volonté du pacte, elle est là. Pourquoi? Parce que les règles qui font en sorte que vous avez le droit à prendre refuge en Europe restent les mêmes. L'objectif du pacte, c'est de rendre ces règles applicables et d'éviter les chaos qui mettent justement ces migrants dans des situations indignes. Quelles sont-elles les règles, Madame Wilmès? Quelles sont-elles les règles? Je conteste ça parce que ces règles et ces critères de voie légale et sûre d'accès ne sont pas prévus par le pacte. Et donc c'est votre discours, mais le pacte aujourd'hui va consolider le statu quo et la manière dont chaque État membre gère les pratiques. Il n'harmonise pas. Au contraire, il fait reculer le droit d'asile qui est en place. Néché, on va donner la parole à nos jeunes parce que là, je sens que Néché veut réagir. Moi, j'ai une seule question. J'entends bien ce que vous dites, mais quand vous dites on les refuse et on les envoie chez eux, c'est quoi chez eux? Ça veut dire quoi chez eux? Parce que c'est quand même dans une situation de guerre, c'est quand même dans une situation de crise où des femmes, des enfants, des civils ne peuvent pas se défendre. Donc, qu'est-ce que vous entendez quand vous dites « OK, on les renvoie chez eux » parce qu'on ne les envoie pas en Belgique dans des conditions dans lesquelles nous, on vit actuellement? Brève réponse au film, est-ce que vous avez un temps de parole qui est assez élevé? Sinon, vous en prie. Avec grand plaisir, je réponds. Et donc, en fait, ce qu'il ne faut pas confondre, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui arrivent sur le sol européen et qui sont victimes de mauvais traitements dans leur pays ou qui sont issus de pays qu'on appelle des pays non sûrs, c'est-à-dire où, a priori, effectivement, simplement parce qu'ils sont issus de ces pays-là, ils sont en danger. Ces gens-là sont accueillis. Ces gens-là sont accueillis, et évidemment d'ailleurs, et ils doivent être accueillis dans les meilleures conditions. Par contre, il faut aussi remarquer qu'il y a des gens qui arrivent de manière illégale sur le territoire européen et qui ne viennent pas de ces pays non sûrs ou qui ne sont pas personnellement dans des conditions où ils peuvent demander la protection européenne. Je dois avancer, et à ce moment-là, effectivement, ils n'ont vraiment, pas le droit de rester. On est en train d'avoir un gros différentiel de temps de parole et je dois éveiller. Elio Di Rupo, c'est à vous. Vous entendez les conditions d'accueil. On parle aussi, dans certains cas, de l'enfermement des personnes en centre fermé. Et finalement, on ne sait pas très bien où se situe la priorité. Est-ce que l'harmonisation des règles européennes, au final, sur toutes ces questions-là, ce n'est pas l'idéal et ça ne se fait pas? Moi, je suis le fils d'un immigré. Et c'est grâce aux institutions belges, grâce à l'école, que j'ai pu m'émanciper. Je connais bien le sujet. Je pense que le pacte européen n'est pas bon. Il n'est pas bon parce que
il a prévu une répartition des demandeurs d'asile, des réfugiés à travers les pays. On pourrait dire, ben, pourquoi pas? Mais un certain nombre de pays disent non, 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 surtout pas. Et on va donner 20 000 € par demandeur d'asile pour se débarrasser des demandes. C'est inacceptable. Il y a un autre problème majeur, c'est celui des enfants. Les enfants ne peuvent en aucun cas être enfermés dans un centre fermé. C'est insupportable. Eh bien, dans le pacte, on ne dit pas que c'est interdit. On laisse sous-entendre que ça pourrait être permis. Et donc, ce n'est pas un pacte qui permet de trouver des solutions. Je pense que l'Union européenne doit travailler ensemble avec des critères précis qui permettent à tous les migrants du monde entier de savoir si oui ou non, à l'avance, s'ils ont la possibilité d'entrer en Europe ou pas. Marc Potenga, même question. Des critères communs ou chacun en fonction de ses moyens? Des critères en commun, mais des bons critères. Et pas un pacte migratoire ici aujourd'hui qui enlève des droits humains qui ont été établis au niveau international, comme le droit d'avoir une procédure individuelle, de voir une évaluation personnelle. Et moi, franchement, quand j'entends des libéraux parler de « oui, mais il faut plus de protection vis-à-vis des migrants », moi, je dénonce une hypocrisie. Néché en a parlé, des causes des migrations. Quand on voit qu'il y a des politiques commerciales du commerce européen qui imposent, qu'est-ce que j'en sais, prenons le Sénégal, qui permet aux navires européens de vider les mers du Sénégal, où les pêcheurs ne savent plus quoi faire, où il y a un plat poisson-riz, où les Sénégalais n'ont plus que le riz, et qui donc doivent quitter leur pays, arrivent ici à cause des politiques commerciales libérales, et puis on leur dit « oh non, mais c'est de votre faute, dégagez ». Ou de la part d'un pays comme la Belgique ou comme l'Europe, qui encore aujourd'hui fournit des armes à Israël, qui a créé 2 millions de réfugiés à Gaza, et là on va dire « ah mais les gars, dégagez ». Non, prenons-nous-en aux causes qui font que les gens doivent quitter leur foyer, doivent quitter leur maison, qui ne veulent pas. Les gens veulent vivre chez eux. C'est un droit. Les Palestiniens veulent rester chez eux. Les Sénégalais veulent rester chez eux. Alors pourquoi est-ce qu'on ne tacle pas ça? Alors, ça a été évoqué, et c'est fondamental. Il faut se préparer à la question d'une immigration climatique. Et le climat, c'est un des grands enjeux de notre société. Mariam, vous êtes allée en Irlande et vous avez constaté que le climat, ce n'est pas nécessairement l'affaire de tous. Là-bas, les grosses sociétés s'en donnent un cœur joie et le climat, on verra ça après. Oui, ça se traduit comment? Eh ben, l'Irlande, c'est un pays qui ne taxe pas énormément les grosses entreprises. Il me semble que c'est à hauteur de 12%, comparé à 20% dans d'autres pays. Et donc, il y a énormément de grosses entreprises, comme les GAFAM, qui ont posé leurs valises là-bas, parce qu'ils ont beaucoup d'avantages fiscaux par rapport à ça. Sauf que ça a des impacts concrets négatifs parce que ils installent des grosses data centers qui consomment énormément d'énergie et donc ça pollue énormément. Donc c'est un vrai problème en Irlande. Moi, ma solution, ce serait d'abord d'uniformiser toutes les taxes au niveau européen pour que les grosses entreprises n'aient pas à choisir à la carte un peu les pays où ils ont plus d'avantages, comme pour éviter ces problèmes, quoi. Vous entendez que uniformiser sur les 2 premiers chapitres de l'émission, ça n'a pas nécessairement été simple. Claudine nous dit les pollueurs doivent être les payeurs. C'est un message qui vient d'arriver sur nos réseaux sociaux. Le voilà d'ailleurs qui s'affiche, c'est magique. On va parler justement de ce climat, de cette pollution, de ces gens qui polluent et de la manière dont on doit traiter ces gens qui polluent. Par exemple, tout ce qui vient de loin, tout ce qui concerne nos déplacements, aussi le kérosène. On touche peut-être à un sujet sensible. Qu'est-ce que vous en pensez dans la rue? Regardez. Je suis favorable en tout cas sur le principe pollueur-payeur. Pour concurrencer le transport ferroviaire, il faut absolument imposer une taxe. Taxer le kérosène, oui, je veux bien, mais si on détaxe peut-être un peu l'emploi et des choses comme ça. Du tout, on paie déjà assez, donc je pense que là, c'est beau. C'est quand même vrai. Si c'est pour une bonne cause, à la limite, je veux bien mettre quelques dizaines d'euros en plus, mais bon, voilà. Surtaxer tout ça, je pense pas que ça servira à quelque chose. Non, enfin, je me dis qu'après, ça va encore être des taxes pour empêcher les gens de voyager. Évidemment, on partirait peut-être un peu moins souvent. Mais si c'est fait d'une façon équitable pour favoriser d'autres secteurs, pourquoi pas? Mais si c'est pour payer plus cher, non, bien entendu, personne n'est d'accord de payer plus cher.
Des choses qui viennent de loin ou parfois de pas très très loin et qui nous arrivent via des moyens de pollution assez conséquents. On va en parler avec Anaël qui s'est rendue en Espagne. Quelques très jolies images, mais qui posent question quand même, Anaël. Vous êtes montée en Espagne à bord d'un ULM et vous avez filmé et survolé des centaines et des centaines d'hectares de serres. On y cultive des tomates qui sont envoyées chez nous pendant l'hiver, et elles ne viennent pas à vélo, hein, soyons clairs. C'est pas fantastique pour la planète, vous nous l'avez dit. Qu'est-ce qu'on doit faire pour lutter contre ce qui pollue? C'est une des grandes questions qu'on veut poser ici. Ces tomates qui viennent chez nous en plein hiver, Anaël, ça vous gêne? Si oui, en quoi? Bah oui, en fait, du coup, quand j'ai survolé l'Andalousie, on se rend compte, eux appellent ça la mer de plastique, tellement le phénomène prend une ampleur terrible où on voit que c'est des serres à perte de vue. Et c'est problématique, pas seulement parce que c'est pas esthétique, etc., mais aussi pour des questions de sol, de pollution, de conditions de travail. De tous ces gens qui travaillent justement dans ces serres et qui sont des conditions souvent très précaires. Et en fait, en discutant un peu sur place, on se rend compte que 80% de ce qui est produit là-bas et après arrive chez nous. Ça sert pour des pays, la France, la Belgique, l'Allemagne, en fait, tous des pays qui n'ont pas l'occasion d'avoir ces produits-là. Mais ça pose une réelle question de est-ce que c'est pas un privilège au final? Dites, je vais vous poser une autre question parce que là, on parle de choses qui viennent des murs de l'Europe, donc de l'Espagne. Quand vous voyez des pommes de Nouvelle-Zélande dans des rayons belges, vous en achetez? Moi, je comprends même pas comment c'est possible, surtout que c'est des pommes, quoi, ça pousse vraiment partout. Donc ça, oui, c'est pas comme si on n'en avait pas chez nous en même temps. Ça, c'est vraiment Il y a 2-3 endroits où on en produit, où on en cultive. Et ça vous énerve? En fait, ça devient limite risible, tellement on se demande mais pourquoi on a besoin d'aller chercher si loin? Qu'est-ce qu'elles ont? Elles sont magiques. Enfin, c'est vraiment pas normal. Qu'est-ce qu'on fait? On taxe les produits entre guillemets hors saison? Déjà, quand on parle de hors Europe et surtout la Nouvelle-Zélande, où c'est même c'est l'autre bout du monde, oui, je pense qu'on peut parler de taxes. Et concernant leur saison, en tout cas, limiter les importations au maximum de ce qui peut être évité. Bon, Saskia Bricmont, là évidemment, ce qu'on vient d'entendre, on entend que c'est risible. Vous allez dire quoi à cette jeune fille qui trouve qu'à un moment donné, il faut taxer, en tout cas, c'est plus acceptable? On intervient comment? Eh bien, au niveau de l'Union européenne, il y a des leviers d'action qui sont, à mon sens, la politique agricole commune et la politique commerciale, pour faire en sorte que la politique agricole commune accompagne les agriculteurs dans leur transition écologique et mettre des moyens en œuvre pour sortir du modèle d'agriculture intensive et des serres et qu'on revienne à de la production locale pour consommer aussi des produits de saison et les trouver dans les rayons des agriculteurs. C'est aussi une réponse à la colère agricole qui se manifeste aujourd'hui puisqu'elle est pointée sur essentiellement la question de la rémunération, du revenu juste, mais aussi de cette question de la concurrence déloyale avec des produits venus du bout du monde, qui est une réalité aujourd'hui liée à la globalisation, au traité de libre-échange et j'en passe. On taxe ? Et donc, effectivement, il y a la question de la taxation, mais je pense que plus fondamentalement, c'est le modèle qui est à revoir. Puisque si on relocalise la production alimentaire et qu'on veut un système agricole qui soit avant tout nourricier, orienté aussi vers une agriculture durable et qui réduit les pesticides, c'est aussi dans une volonté d'augmenter les rendements et d'assurer cette fameuse souveraineté alimentaire européenne. Mais on veut faire en sorte de travailler ce modèle-là aussi avec les pays partenaires. Parce que c'est ça l'objectif de nos relations commerciales internationales, c'est aussi de travailler main dans la main pour que le pacte vert qu'on veut appliquer ici s'applique aussi là-bas. Plus de taxes, ça c'est une fameuse question. On l'a posée via l'application Opinio. Tiens, on va jeter un petit coup d'œil sur les chiffres et je me tourne vers l'écran parce qu'on voulait savoir ce que vous en pensiez. Faut-il davantage taxer ce qui pollue, transport, alimentation, industrie? Oui, pour plus de 65% d'entre vous. Sophie Wilmès, vous avez l'application Opinio? Si, vous avez l'application Opinio. Et Bien donc, sûr. vous mettriez quoi sur cette question-là? Alors, écoutez, moi je suis évidemment, je suis d'un parti libéral qui pense que la réponse à toutes les questions ne sont pas des taxes. Est-ce que pour autant on renie le fait qu'il y a des choses à changer, il y a des choses à faire évoluer? Alors, Saskia a parlé effectivement de l'indépendance alimentaire. Ça fait partie d'un des sujets d'autonomie stratégique. C'est très important. Et il a fallu effectivement attendre la colère légitime des agriculteurs pour se rendre compte que non seulement les décisions européennes étaient importantes parce qu'elles revenaient jusque dans notre assiette, mais j'ai un petit peu peur qu'on fasse parfois des soupes et on mélange un peu tout. C'est-à-dire que les imports-exports, par exemple, entre la Belgique c'est une économie ouverte. 1 emploi sur 6
est lié au commerce extérieur. C'est très, très important. Je ne pense pas qu'on ait envie de renoncer à ça. Je ne pense pas qu'on ait envie de renoncer à ça. Est-ce que c'est pour autant qu'il ne faut rien faire? La réponse est non, non plus. Mais l'agriculture wallonne, les produits agricoles wallons, par exemple, c'est 4 milliards d'entrées par an. Et donc, il faut faire attention quand on empêche un produit de rentrer, ce qu'on va empêcher de faire sortir. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut rien faire, mais il faut toujours être un petit peu plus subtil que des Amine, choses je viens vers vous. trop, Est-ce qu'on doit être plus dur avec ce qui vient de l'étranger, Amine? En fait, ici, le problème qui risque d'arriver, c'est que si on... elle le disait, c'est pourquoi acheter des fraises, des pommes de Nouvelle-Zélande? Tout simplement parce que c'est pas cher. C'est paradoxal, mais maintenant, qu'est-ce qui est produit loin de chez nous est moins cher que ce qui est produit chez nous? On n'est plus assez compétitif au niveau production sur plein de produits. Et donc, si on venait à taxer comme beaucoup de partis le proposent, est-ce qu'au final, ça ne va pas desservir une grande partie de la population? Moi, je pense que oui. Dans son pouvoir d'achat. Bonne question, ça. Finalement, il y a des produits qui viennent de loin et qui sont bon marché, et sur lesquels une population qui a des difficultés avec son pouvoir d'achat, finalement, se dirige. On dit quoi? Deux éléments. D'abord, en interne de l'Union européenne, le Parti socialiste plaide pour que partout, il y ait une convergence avec des taux de sécurité sociale qui soient identiques ou presque identiques, des taux de fiscalité interne presque identiques, des conditions environnementales presque identiques. Si on le faisait, nous n'aurions plus ce phénomène des tomates qui viennent d'Espagne. Deux, par rapport à l'extérieur, moi, je ne suis pas pour le libre-échange, je suis pour le juste échange. C'est-à-dire que, bien entendu, il faut que nous puissions commercer. Bien entendu. Mais ce n'est quand même pas normal qu'on amène chez nous des produits, et notamment des produits alimentaires, qui sont, comment dirais-je, tantôt élevés quand c'est de la viande, tantôt cultivés, avec des conditions sociales, des conditions environnementales qui sont absolument, sans aucune commune mesure, très bas par rapport aux nôtres. Yvan Verhoekstraat. Mais je pense qu'en fait, on est dans des crises alimentaires, crises climatiques. Systématiquement, on dit qu'on va construire le monde de demain. Et aujourd'hui, on se rend compte que l'année passée, on n'a jamais eu autant d'émissions de gaz à effet de serre qu'avant. Il faut avoir le courage structurellement de changer le modèle. Et justement, on peut le faire au niveau européen. Et c'est ça qui est merveilleux. Et c'est pour ça que moi, je veux m'engager au niveau européen, parce qu'on peut changer le système. On parle de compétition internationale. Et vous le savez, la compétition sur les prix, ça fait baisser les prix. Mais la compétition, ça fait aussi baisser les conditions sanitaires. Ça fait aussi baisser les conditions environnementales si ce n'est pas régulé. Un exemple, au niveau des agriculteurs. Aujourd'hui, on a interdit en Europe depuis 20 ans l'atrazine, qui est un herbicide, qui est cancérigène, qui crée des malformations chez les nouveau-nés. En même temps, en Nouvelle-Zélande, ce produit, qu'on a interdit depuis 20 ans ici, continue à être utilisé. Et on signe un accord de coopération de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande et on importe des produits qui ont été fabriqués avec cet herbicide extrêmement dangereux. Comment voulez-vous que les agriculteurs réagissent par rapport à ça? Parce qu'évidemment, quand on utilise l'atrazine, on est moins cher. Et donc, les produits qui sont faits avec ce produit sont moins chers et font une concurrence déloyale. Ça nous met en danger au niveau de la santé? Et ça peut nous mettre en danger au niveau de la santé. Donc, on a deux choix par rapport à ça. Soit on se dit, c'est pas grave, mangeons gaiement de l'atrazine, ce n'est évidemment pas ce que je suggère, ou bien simplement disons, si les règles qu'on impose ici à nos agriculteurs ne sont pas respectées en Nouvelle-Zélande, n'importons pas les produits venant de Nouvelle-Zélande. Et juste un deuxième exemple, parce que c'est la même chose au niveau de la tarification carbone. Comme vous le savez, aujourd'hui, l'Europe a mis aux grosses entreprises un taux, un coût pour les émissions. Simplement, elles polluent, pollueur-payeur. Et donc, par exemple, pour faire une voiture, disons, il faut 8 tonnes de CO2. Si c'est 150 € pour une tonne de CO2, ça fait 1 200 € de coûts supplémentaires pour tenir compte des émissions. Mais si on n'impose pas la même réalité aux entreprises en Turquie ou au Mexique qui feraient des voitures, eh bien, leur coût de prix de revient sera 1 200 € moins cher et nos entreprises vont se délocaliser. Et on aura perdu au niveau emploi et au niveau climatique. Marc Botenga. Moi, je pense que l'exemple de la pomme néo-zélandaise, elle me parle beaucoup parce que je me rappelle sortir du boulot, rentrer dernière minute dans un supermarché pour prendre des fruits, encore avoir quelque chose. Et je rentre chez moi et je vois qu'effectivement, elle venait de Nouvelle-Zélande.
Et ensuite, j'entends... Vous avez acheté? Je l'avais acheté sans regarder le truc. Donc, elle n'était pas meilleure que les pommes belges, hein, je vais être honnête. Pour moi, on n'a pas besoin des pommes qui viennent de la Nouvelle-Zélande, soyons clairs. Et alors, j'entends ici une grande unité en théorie, mais quand il fallait voter sur est-ce qu'il faut un nouvel accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande qui fera qu'on va importer davantage de pommes de la Nouvelle-Zélande, la droite, évidemment, les libéraux, ils soutiennent, mais même les écolos ont soutenu. Et là, je dis, mais on est dans une absurdité quand même totale par rapport à la politique commerciale européenne. Donc disons effectivement que l'agriculture, la nourriture, l'alimentation, ça doit être beaucoup plus local, une souveraineté alimentaire, aussi par rapport aux fraises. Nous importons des fraises de l'Espagne, qui font déjà le tour de l'Espagne parce qu'on cueille les fraises, puis on doit les emballer dans une autre région espagnole, puis elles doivent retourner là où elles ont été cueillies, et puis exporter vers la Belgique, tandis qu'on a des très bonnes fraises, notamment en Wallonie. Arrêtons cette absurdité, tant au niveau international qu'au niveau local. Et on est dans le constat ici, très clairement, et d'un constat qui amène une solide pollution. On a entendu parler des taux de pollution qui ont explosé en Europe. Robin, un petit mot. Toi, tu as voyagé en Croatie et en Serbie. Et si j'ai bien compris, il y a une ville en particulier qui t'a marqué, et c'est pas n'importe laquelle. Pourquoi? Oui, effectivement. Donc, la ville s'appelle Slavonski Brod, et c'est la ville la plus polluée en particules fines de l'Union européenne. Et donc là-bas, figurez-vous que les gens ne sont pas vraiment au courant de ça. J'ai fait un petit micro-trottoir et il y a seulement 2 personnes qui ont évoqué la pollution. Et on voit aussi qu'il y a un réel manque d'investissement et d'argent pour vraiment faire cette transition énergétique dans ces pays. C'est pourquoi, moi, j'ai fait la proposition d'introduire une taxe sur le kérosène aérien qui permettrait de rapporter énormément d'argent. Donc inutile de vous dire que tout cet argent serait très utile pour la transition énergétique, le pacte vert, alors que nos économies, nos finances européennes, notamment de la Belgique, sont franchement pas dans le vert. Et puis sur le plan écologique, ça serait vraiment très positif parce que ça permettrait d'éviter d'énormes quantités de CO2 émises dans l'environnement. Donc, tu as fait un calcul? Oui. Tu as une idée de ce que ça représente? Oui. Allez, franchement. Selon une étude que j'ai lue, ça serait environ 10 mégatonnes de CO2, ce qui correspondrait à si tous les Allemands arrêtaient de rouler avec leur voiture pendant 1 an, et ce, chaque année. Eh bien, on salue nos amis allemands. Un problème de régler, plus de voitures pendant 1 an. On a bien avancé. Merci, Robin. On me signale dans l'oreillette qu'on a déjà des plaintes. Hein, donc voilà. Mais c'est intéressant ce comparatif. Et c'est bien que tu te sois renseigné là-dessus. C'est vraiment chouette parce que là, on a quelque chose de concret. L'Allemagne qui s'arrête de rouler pendant 1 an, c'est pas n'importe quoi. Taxer le kérosène. Allez, je veux bien qu'on en parle un peu puisque c'est une proposition Excel jeu. Mais je vais quand même donner quelques chiffres hein, parce que les échanges de marchandises par mer, par exemple, rien que ça. Les bateaux, c'est pas ce qui pollue le moins, on est d'accord. C'est en augmentation. Regardez, 2,6 milliards de tonnes en 1970, on est à 11 milliards de tonnes 52 ans plus tard. C'est gigantesque. Il y a 100 000 avions dans le ciel tous les jours. C'est quand même pas rien non plus. Anaëlle, ces chiffres-là, ça vous inspire quoi? Pas grand-chose de positif parce que en fait, c'est une incompréhension le fait que le kérosène soit toujours pas taxé parce qu'on va vers une taxation de tout ce qui est polluant, on va vers une taxation des carburants, vers les taxes CO2, etc. Et le kérosène, c'est comme si on oubliait qu'il existait alors que ça représente vraiment, comme avec l'exemple de Robin, c'est parlant, ça représente vraiment... Et d'accord avec Robin, il faut taxer le kérosène? Moi, je suis d'accord avec Robin, oui. Ok. Eh bien, Elio Di Rupo, réponse. Voilà 2 jeunes qui vous demandent de faire quelque chose et de taxer le kérosène. Vous leur dites, on le fait ou on le fait pas? Oui, on le fait. Et il y a aussi les investissements dans le transport en commun et en particulier le train. Hein, le train dans chaque pays et le train aussi entre les capitales des 27 pays européens. Si vous voulez aller avec Eurostar de Bruxelles à Londres, ça coûte 420 €. Si vous voulez aller en train, si vous voulez aller en avion, c'est 150, 180. Énormément de personnes utilisent l'avion tant le train est cher. Et là, on doit avoir une politique d'investissement. Et donc, l'austérité que veut à nouveau imposer l'Union européenne, l'austérité financière, est quelque chose qui pourrait nous conduire véritablement à un désastre parce que nous n'aurons plus les moyens financiers pour investir, et notamment dans la mobilité et la mobilité non polluante. Très concrètement, j'entends OK sur taxer le kérosène. Je pense que ce qui intéresse nos jeunes, c'est aussi de savoir si à un moment donné, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va faire en sorte que l'avion coûte plus cher ou est-ce qu'on va faire en sorte que le train coûte moins cher? C'est quoi la solution, Saskia Bricmont?
C'est définitivement taxé le kérosène et c'est toujours pas fait, aussi incroyable que ça puisse paraître depuis le temps qu'on en parle, et on n'a pas de majorité politique au niveau européen pour y aller. Or, c'est essentiel parce que c'est un des leviers pour financer effectivement le shift modal vers des transports en commun, d'avoir une véritable politique européenne du rail et de rendre le train attractif. Parce qu'aujourd'hui, voyager en train, c'est beaucoup plus cher que de faire des sauts de puce en avion, alors que c'est beaucoup plus polluant. Et donc, c'est la tendance qui doit être inversée, mais il faut aussi pour ça que l'Europe investisse, et je rejoins Monsieur Durupo. Malheureusement, on va voter au niveau du Parlement, pas ici, mais à Strasbourg, ces fameuses règles de gouvernance économique la semaine prochaine à Strasbourg. Et une majorité des groupes politiques au niveau européen va voter ces règles. Ça signifie fin de nouveaux investissements dans les services publics, alors que la pollution est un enjeu de santé publique avant tout, et fin aussi des investissements dans la transition écologique. Amine, on est en train de parler de taxe kérosène. Il y a évidemment un contre-coup, parce que la taxe kérosène, ce n'est pas les compagnies aériennes qui vont la supporter. C'est peut-être le voyageur que vous êtes, Amine. Alors quoi, ça vous inquiète, une taxe sur le kérosène, ou au contraire, il faut y aller? Oui, ça m'inquiète beaucoup, parce qu'en fait, ici, on rentre un peu dans un paradoxe. Ça veut dire que l'aviation s'est développée depuis plusieurs années. On a habitué toute une série de la population à prendre l'avion. Moi-même, je prends l'avion. Et donc, au final, si on taxe encore, ça va juste freiner, encore une fois, les classes les plus démunies. Et c'est vrai que c'est ahurissant de voir que le train coûte plus cher aujourd'hui que l'avion. J'ai un exemple ici qui me vient en tête, c'est pour l'émission Un ticket pour l'Europe. Initialement, on nous avait promis que si le voyage en train était possible, on prendrait le train plutôt que l'avion, on prendrait le moyen le plus vert. Déjà, il y avait des lignes de train qui n'étaient pas adaptées pour voyager dans tous les pays. Donc déjà, je trouve ça ahurissant que dans une Union européenne, on ne puisse pas joindre les deux bouts. Et aussi niveau prix, je pense que le budget de l'émission aurait été beaucoup plus conséquent si on avait voyagé en train. Sophie Wilmès, en 30 secondes, et pardon, mais je dois équilibrer les temps de parole. Vous dites quoi à Amine? Vous dites que demain, son avion va lui coûter plus cher et que c'est comme ça? Ou que demain, on va tout faire pour que le train soit moins cher? Ou alors qu'on va agir sur les deux? Alors, on taxe le carburant en Belgique, donc c'est un principe qui ne me dérange pas. Par contre, si c'est pour faire en sorte qu'on n'utilise plus l'avion ou que l'avion devienne impayable, entre autres pour les jeunes, pour les classes plus défavorisées, ça ne va pas. Il faut trouver un juste équilibre. Et effectivement, non seulement il faut investir de manière plus importante dans les trains, parce que ce n'est pas seulement aussi une question de coût, c'est une question d'efficacité. Et si vous voulez aller à Zurich, ça prend 7 heures en train. En avion, ça prend 1 heure. Et last but not least, on doit pouvoir faire en sorte effectivement que chacune et chacun puisse encore avoir des choix modaux qui soient ceux qu'ils décident Yvan d'avoir. Verhoekstraat, les engagés, ils disent quoi sur cette question? L'avion plus cher, le train moins cher, les deux, vous agissez sur quoi? Alors d'abord, il faut taxer en effet le kérosène. Pourquoi, quand on roule en voiture aujourd'hui, on serait taxé pour la pollution que l'on génère, le carburant de voiture est taxé. Et pourquoi, quand on est en l'air, ça ne serait pas taxé? Ça n'a simplement pas de sens. Alors, c'est les avions qui vont, certes, coûter un peu plus cher, mais c'est aussi le train qui doit coûter beaucoup moins cher. Et donc, ce qui est sûr, c'est que cet argent qui est dégagé, il doit pouvoir être réinvesti. Si on fait une tarification carbone, ce n'est pas une taxe qui rentre dans un grand budget, il devrait même pouvoir être redistribué, et redistribué en priorité vers ceux qui en ont le plus besoin. Et ça peut faire du climat et de la justice sociale en une fois. Petite question, à tarif égal, train ou avion? Train, parce que j'ai un peu plus peur de l'avion que le train. Et puis, le train, c'est plus posé, je trouve. À tarif égal, train ou avion? Train, mais l'avion est quand même plus efficace que le train, on va pas se mentir. Aujourd'hui, l'avion, ça va beaucoup plus rapide. C'est beaucoup plus rapide, pardon. Et il y a aussi des destinations qu'on ne sait pas joindre en train. Donc, taxer l'avion, ça va d'office être contraignant pour les classes les plus défavorisées. Anaël, Mariam, il y en a une de vous deux qui prendrait d'office l'avion à tarif égal? Ou le train, c'est quelque chose qui peut vous séduire? Moi, personnellement, c'est quelque chose que je fais déjà. J'ai le privilège de pouvoir me permettre de choisir pour des modes de consommation plus durables. Donc, vu que je peux me le permettre, je le fais. Mais ce serait quand même beaucoup plus chouette si c'était plus attractif. Tarif égal, dernier petit tour de table. Je prendrais aussi le train, parce que j'ai une conscience écologique et je me dis que c'est mieux de prendre le train, même si c'est vrai que l'avion, ça a des avantages. Mais... Si on ne vient pas d'entendre ce soir, de la part de nos jeunes présents sur le plateau, un gros signal en faveur de ce qui doit changer en Europe, eh bien, je ne m'y connais plus en matière de ce qui doit changer en Europe. On va se pencher sur l'état, et c'est fondamental, de la démocratie en Europe. Et là, on arrive sur quelque chose d'assez chaud, je ne vous le cache pas, parce que le désamour
entre les citoyens, qu'ils soient jeunes ou pas jeunes, hein, et le monde politique, il est assez costaud, hein, soyons clairs. On va se pencher sur cette démocratie. Il y a une vraie défiance qui est en train de s'installer. Tous les sondages le disent, vis-à-vis des institutions, vis-à-vis des élus. On a l'impression que rien ne bouge à ce niveau-là. On a l'impression que beaucoup de citoyens se sentent complètement délaissés, pas assez écoutés. Comment l'Europe peut-elle construire une meilleure consultation de ses citoyens? On vous a interrogé là aussi, là-dessus, et on vous écoute. Proche de l'Union européenne, pas vraiment. Je sais qu'il y a des décisions qui impactent nos vies, mais moi, personnellement, je ne me sens pas impactée. Nous n'avons pas le choix, de toute façon. L'Europe est inévitable. Et je pense que les référendums sont nécessaires parce que l'Union européenne est assez lointaine des citoyens et que ça reste quand même aux citoyens à prendre les grandes décisions. Avec la montée de l'extrême droite actuellement en Europe, ça pourrait être un problème, mais bon... Ce serait sympa qu'on puisse se donner notre avis aussi, un peu plus que ce qu'on peut faire déjà maintenant en tout cas. Oui, mais c'est pas de tout de les créer, c'est de respecter ce qui en sortira. Je pense qu'il faut faire confiance aux politiques. Bah non, je ne pense pas. Les décisions qu'ils prennent ne sont jamais respectées. Ici, on va encore aller voter. Je me demande à quoi ça sert encore d'aller voter. On a cette chance d'être dans un pays démocratique et où on a le droit de vote et il faut l'exercer, c'est très important. Qu'est-ce que vous avez envie qu'on vous écoute et qu'on vous écoute encore plus? Sean nous dit, le message est arrivé via notre page Facebook sur des points précis. Il parle du référendum, hein, et une question dont le Parlement aurait le contrôle, mais pourquoi pas plus de référendum? On sait que tous les partis s'y intéressent à cette question d'une plus grande écoute. Hein. Je ne nie certainement pas le fait que ça soit le cas, mais que malgré tout ça, il reste quelque chose que les citoyens ne comprennent pas. On va en discuter avec nos autres intervenants. Sur cette question de la démocratie, c'est important. Lucas, vous irez voter, vous, le 9 juin? Oui, j'irai évidemment voter. Je suis de ces personnes qui considèrent que ceux qui ne votent pas perdent le droit de se plaindre. C'est peut-être un peu extrême, mais j'ai cette conviction que voter, c'est essentiel et que ça permet au développement d'une véritable démocratie. Donc oui, j'irai voter définitivement. Oui. C'est un aspect très, très positif de la défense de la démocratie, mais cette démocratie aujourd'hui, est-ce qu'elle vous convient? Est-ce que cette démocratie, elle vous écoute encore assez? Est-ce que la connexion citoyen-politique, elle existe? Ou est-ce que c'est un leurre aujourd'hui, selon vous? Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un leurre, mais je pense que l'Europe a besoin, à un certain niveau, d'avoir un référendum, effectivement. Et je rejoins la proposition, en fait, de ce qu'on a entendu sur la plateforme, que à certains moments, ou en tout cas à certains niveaux de pouvoir, un référendum serait quand même, je pense, plus intéressant pour le citoyen que d'avoir une représentation politique, oui. Mariam, je vous pose la même question, à vous aussi. Aujourd'hui, vous êtes une jeune citoyenne déçue par le monde politique sur cet aspect-là spécifiquement, ou même sur la politique en général, ou est-ce que vous êtes une citoyenne qui garde confiance? Alors, en tant que jeune citoyenne, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a une crise de la représentativité. En effet, comme Lucas l'a dit, voter c'est important, mais c'est pas assez. Aller déposer une urne toutes les 5 ans, surtout qu'on n'a pas de garantie que ce que les partis politiques ont mis dans leur programme, ils vont l'appliquer. Donc je pense qu'il faut mettre en place d'autres formes de démocratie pour que les gens puissent se sentir plus en lien direct et qu'on puisse... Voilà, quand les politiques ne mettent pas en place ce qu'ils ont dit, qu'on puisse leur dire là, voilà, vous avez menti, quoi. Même question, tiens, Anaëlle. Est-ce que vous pensez finalement que ça doit passer par plus de référendums ou qu'au contraire, c'est parfois trop technique, trop compliqué, trop lourd à mettre en place et que finalement, ça ne sert pas à grand-chose? Alors, je pense qu'effectivement, ça demande une grosse logistique. Après, je ne pense pas du tout que ce soit impossible à mettre en place. Et je pense justement que ce qu'on disait, on vote tous les X années et puis du coup, on s'intéresse tous les X temps à la politique. Et puis après, on a tendance un peu à oublier le fait d'avoir plus souvent une consultation. Il n'y a rien à faire. On voit qu'en période électorale, les médias se mettent en place, il y a des informations qui circulent. Donc, le fait d'être consulté plus régulièrement, ça fera aussi que la population réfléchisse à la politique plus régulièrement aussi. Alors, quoi que le référendum, ça n'existe pas, c'est pas vrai. Parce qu'en Europe, donc 27 pays, il n'y en a que 4 qui n'ont pas inscrit la notion de référendum dans leur texte officiel, dans la constitution belge. Ça n'existe pas. On fait partie de ces pays qui considèrent qu'il n'y a pas de référendum à organiser. Parfois, c'est l'État qui organise, parfois, ce sont les citoyens qui ont l'initiative. C'est quand même très interpellant, parce qu'on a l'impression que c'est aussi une manière d'écouter sa population. Elio Di Rupo, la Belgique fait donc partie de ces 4 pays européens qui n'inscrivent pas le référendum dans la constitution. Est-ce que c'est une erreur ou est-ce que ce sont les 23 autres qui se trompent?
Alors non, d'abord, il faut écouter ce que nos concitoyens disent, et en particulier les jeunes. Je voudrais dire ceci. Un, voter, c'est fondamental. Si vous n'exercez pas ce droit, en essayant de bien distinguer ce que proposent les partis, eh bien, vous laissez alors à d'autres le soin de gouverner un pays, de gouverner l'Europe. Deux, pour écouter ce que les citoyens disent, et notamment les jeunes, nous proposons au Parti socialiste une assemblée citoyenne qui pourrait prendre des décisions au niveau européen. Et ce serait au tirage au sort, les gens seraient tirés au sort, mais d'une manière représentative de l'ensemble de la population. Et enfin, pourquoi la Belgique ? La Belgique, je n'ai pas besoin de vous le dire, il y a essentiellement deux grandes communautés, la communauté néerlandophone et la communauté francophone. Et c'est clair que du côté néerlandophone, vous voyez la position et notamment l'importance de l'extrême droite. Et s'il n'y a pas de référendum national, il y a en revanche des consultations qui peuvent se faire à d'autres niveaux. C'est simplement parce que nous vivons des réalités différentes au nord et au sud et nous voyons à quel point, si on fait un référendum en Belgique, avec des questions très simplifiées, du côté néerlandophone, qui sont nettement majoritaires par rapport aux francophones, pourraient nous imposer une orientation qui soit une orientation que les francophones ne veulent pas. Marc Botenga. Pour ou contre ces consultations ? On vient d'entendre le danger, finalement, d'avoir une Belgique à deux vitesses, une extrême droite qui pourrait se faire plus entendre que le côté wallon. Vous comprenez cet argument de défense ou au contraire, ça ne vous convient pas ? Moi, je pense qu'il faut des référendums. Moi, je suis pour les référendums, aussi au niveau européen, couplés ensuite à une initiative législative réelle pour que les gens puissent se faire entendre. Après, on peut avoir des garanties au niveau communautaire en Belgique. Ça existe sur d'autres plans. Il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas se faire au niveau d'un référendum. Je comprends que les gens en aient marre de cette politique actuelle. Moi, je l'ai vécu ici au moment de la crise énergétique. Vous voyez, la crise énergétique, tout le monde se disait « Ah, le marché européen a été libéralisé, l'Europe va prendre une mesure, on n'arrive plus à payer nos factures. » Ça a pris un an avant que l'Europe prenne des mesures. Ils discutaient de sommet. Est-ce que ça a à voir avec le fait que les commissaires européens, la présidente, gagnent 30 000 € par mois, qu'elle ne se rend pas compte ? Peut-être, mais il y a cette déconnexion profonde. Et aujourd'hui, quand on vient avec des décisions fondamentales comme l'austérité, comme le fait qu'on va étrangler les budgets nationaux, qui va cadenasser toutes nos politiques de santé, d'éducation, parce qu'on va dire il n'y a pas d'argent pour ça, l'Europe va venir vous frapper sur les doigts. Mais est-ce qu'il y a eu un débat public ? Est-ce qu'il y a eu un débat démocratique ? Pas du tout. On ne sait même pas comment c'est possible et qu'en Belgique, dans un gouvernement qui est à la présidence de l'Union européenne et où il y a 4 partis des 7, dont les écolos, les socialistes qui disent qu'ils sont contre ces règles, qu'ils ont eu le mandat de négocier ces règles. Comment est-ce que vous voulez que les gens aient confiance, fassent confiance à cette politique-là ? Comment est-ce que c'est possible que les gens encore, quand il y a des partis qui disent avant les élections, on ne rentre pas au gouvernement si vous n'abaissez pas l'âge de la pension, on rentre quand même dans le gouvernement, on n'abaisse pas l'âge de la pension. Moi, je comprends que les gens en aient marre et veuillent avoir quelque chose à dire. Et c'est à ce moment-là que nous, on dit que le référendum est une façon de le faire. Pas d'accord, Saskia Bricmont, je vous ai entendu à côté, donc je vais vous laisser la parole à ce niveau-là. Spécifiquement sur la manière dont fonctionnent les négociations gouvernementales. En tout cas, la réponse à Marc Botenga, vous étiez dit que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais brièvement, parce que je voudrais qu'on reste sur la question du référendum, si vous voulez bien. Donc, sur l'attaque de M. Botenga, dans une majorité, il y a des accords et des oppositions. Et puis, quand il n'y a pas d'accord en intra-belge entre les entités fédérées et le gouvernement fédéral, la Belgique s'abstient malheureusement sur la scène européenne. Et c'est ce qui se passe sur le plan du dossier de l'austérité, puisque au gouvernement fédéral, Écolo-PS s'y oppose, au gouvernement wallon, même chose. Et malheureusement, on n'a pas de majorité européenne avec nous. Donc ça, c'est pour la logique institutionnelle belge. Non, c'est pas faux. C'est comme ça que ça fonctionne, M. Botenga. Le PTB n'a jamais été dans une coalition gouvernementale et n'a jamais vécu la chose. Non, nous n'avons donc pas négocié. On va rester sur les référendums, si vous voulez bien, parce que je pense que là, par exemple, je vois dans les yeux des jeunes qu'à un moment donné, la lasagne institutionnelle, c'est quelque chose qui les dépasse complètement. Mais donc voilà, ce qui est évident au niveau des négociations et des coulisses, ça ne vous touche pas nécessairement. Je reviens à ce qui vous touche, c'est le rôle de cette émission. Amine, vous entendez des arguments en faveur d'une consultation populaire accrue. Vous entendez les dangers aussi que peut représenter une consultation populaire. Votre avis aujourd'hui, il se situe où ? J'ai un peu l'impression d'être le chat noir de cette émission, parce que je me positionne un peu contre le référendum. Et j'ai un exemple ici précis qui me vient en tête. C'est au début de l'émission, vous avez parlé du service militaire. Et dans les sondages, beaucoup y étaient favorables. Pourtant, quand j'ai vu un peu ici les réactions du public, ils étaient assez choqués.
ici, si on élu des représentants, c'est pour prendre les décisions à notre place. C'est leur travail à plein temps et ils sont payés pour. Et déjà, il y a une critique qui vient parfois en disant que les politiques sont parfois déconnectés de la réalité et pas très renseignés sur tous les sujets, ce qui est parfois vrai. Mais donc, je me demande que si on met en place un référendum au niveau de la population, bien sûr, tout individu confondu, on n'est pas préparé pour cela. On va continuer le tour de table sur ces questions, mais regardez un peu ce qu'on en pense. Et on verra après, ceux et ceux qui n'ont pas encore pris la parole sur cette question du référendum en pensent. Regardez via Opinion ce que ça donne. Faut-il instaurer des référendums sur les grandes questions européennes? Je vous accorde que, qu'est-ce que ça veut dire, une grande question européenne? Mais n'empêche, 83,33%, c'est quand même énorme. Là encore, il y a une demande de la population. Un peu comme finalement pour le service militaire, un peu comme pour d'autres sujets finalement. On voulait une grande réforme fiscale. On a l'impression qu'entre ce qu'on voit sur les chiffres et ce qui se passe sur le terrain, il y a une déconnexion totale. Vous dites quoi? Amine, non, pas besoin de référendum, effectivement. Ou si, il faut des référendums, on va vous consulter. Je pense qu'il faut des référendums, mais il y a plusieurs manières de faire participer les citoyens. Et si les engagés sont devenus un mouvement participatif, c'est entre autres parce que, y compris dans nos instances de décision, tous les lundis matins, tous les 15 jours, on a des représentants de la société civile qui sont présents pour, avec nous, prendre les décisions sur les orientations qui seront ensuite portées par les élus. Si, chez les engagés, on a fait ce changement d'attirer parmi les têtes de liste la moitié des personnes qui sont issues de la société civile, c'est pour que les citoyens puissent s'exprimer. Si, chez les engagés, on dit qu'il faut limiter le nombre de mandats dans le temps, c'est parce que les citoyens en ont à un moment donné marre de voir toujours les mêmes têtes. Et donc moi, je ne suis pas un politique, justement. Je suis un citoyen comme les autres qui, à un moment donné, se dit « mais ça ne fonctionne plus, j'ai envie de m'engager, j'ai envie d'y aller ». Eh bien, chez les engagés, on a laissé la place à ça. Et je pense qu'il y a plusieurs manières, que ce soit en participant dans les instances, en faisant des référendums ou en attirant des personnalités de la société civile pour qu'elles puissent s'engager et en limitant le nombre de mandats des politiques. Oui, Saskia Bricmont. Ah oui, non, pardon, oui, c'est la règle. Mariam veut intervenir. Oui, en fait, j'aimerais dire que, excusez-moi l'expression, il faut arrêter de prendre les Belges pour des cons. Je pense que si on pose une question de référendum, c'est sûr que si on dit pour ou contre le service militaire, voilà, les gens, s'ils n'ont pas les faits, qu'on leur explique pas, c'est sûr que ça peut être un danger. Mais je pense que justement, pour mieux impliquer le citoyen, si on met des référendums et qu'on leur montre les faits, qu'on leur explique, comme ça, qu'ils puissent prendre une décision éclairée, je pense qu'il n'y a pas mieux. Parce qu'en fait, quand tu disais, Amine, que quand on élit des représentants, ils font ce qu'ils font, c'est leur travail. Ben non, en fait, parce que justement, ça va faire que les gens vont se déconnecter de la politique, qui vont juste, allez hop, je vote pour toi pendant 5 ans et je m'implique plus. Et donc, je pense que justement, c'est une meilleure manière de reconnecter les politiques et les citoyens, parce que, voilà quoi. J'ai une petite question pour vous, Mariam, pardon, mais je vais ouvrir une parenthèse dans ce débat, ce n'était pas prévu, mais c'est intéressant ce qui vient de se passer là, parce qu'on est en train de parler de l'information, justement. Moi, j'entends information, j'entends désinformation. Je pense qu'en Angleterre, aujourd'hui, sur base de ce qui s'est passé, le référendum en Grande-Bretagne, si on le recommence, on n'aura pas du tout le même résultat. On a entendu des gens reconnaître qu'il y avait eu de la désinformation en Angleterre. Comment est-ce qu'aujourd'hui, dans un univers rempli de fake news, de fous furieux qui veulent à un moment donné à tout prix manipuler les esprits, vous allez pouvoir faire votre chemin et vous assurer que vous êtes précisément bien informé, Mariam? C'est une vraie question. C'est vrai que c'est une vraie question, une vaste question, très compliquée. Je pense qu'aujourd'hui, la désinformation, c'est un vrai problème. Je pense que je sais pas trop, mais je pense que c'est aux politiques, etc., à imposer des choses. Et j'ai un petit exemple, par exemple là, X, l'ancien Twitter. Maintenant, quand il y a quand quelqu'un poste une information, quand c'est faux, il y a toujours un petit cadre pour dire que oui, c'est faux. Je pense que c'est un bon exemple de ce qu'on pourrait faire pour éviter la désinformation au sein de la population. Saskia Bricmont, on est sur quelque chose de vraiment intéressant, parce que le référendum, et je sais que la consultation populaire, c'est un des grands points du programme d'écolo, mais voilà, dans un univers comme celui qu'on connaît aujourd'hui, où les fake news, la désinformation et la manipulation de l'opinion publique sont devenus un vrai fléau, comment est-ce que justement on peut se frayer un chemin là-dedans? On est au cœur de la proposition justement, parce que consultation populaire, assemblées consultatives qui sont adjointes au Parlement, ce qu'on fait d'ailleurs dans plusieurs assemblées parlementaires, le référendum et aussi le préférendum, donc un choix préférentiel des citoyens qui donnerait une indication. Ce sont des processus qui doivent être assortis de dialogue, de discussion avec des experts, des gens qui connaissent le secteur, et de travailler ensemble pour construire une opinion éclairée. Et c'est ça l'important. Et c'est ça toute la lutte contre les fake news, c'est de remettre du dialogue aussi, du lien,
et rendre les politiciens redevables. Pourquoi on suit ou on ne suivrait pas les recommandations des citoyens issues des panels, par exemple? Lucas, la proposition que vous avez soumise et qui se trouve dans l'enveloppe qu'on va remettre tout à l'heure, ce sont des référendums pas consultatifs. C'est quoi? Moi, je propose un référendum qui est force de loi, donc qui soit vraiment contraignant. Parce que je pars du principe que si on fait un référendum, on le fait complètement. Si on fait un référendum mais qu'on dit, en fait, si vous ne votez pas ou que vous n'exprimez pas votre avis, c'est pas grave, ça va justement provoquer le risque que les personnes qui sont le plus intéressées ou contre, ou qui aient en tout cas une volonté de désinformer, saisissent la chance de le faire. Donc, si on n'oblige pas, en tout cas les citoyens européens, parce que c'est au niveau européen ma proposition, de répondre à ce référendum, on a le potentiel risque que les gens s'y désintéressent. Et ça défait tout le principe du référendum. Sophie Wilmès, on pourrait imaginer un référendum ayant force de loi au niveau européen, où là aussi on va avoir du mal à s'harmoniser. C'est le principe du référendum versus la consultation populaire. Donc le référendum, vous posez une question et il est contraignant par rapport aux décideurs. Nous, on est assez pour le référendum dans le sens où, effectivement, ce sont des moments de rencontre très, très importants et il n'y a rien à faire. C'est quand on va voter qu'on s'intéresse plus grandement à la politique, et la politique européenne, à mon avis, a besoin qu'on s'y intéresse de plus près. Je voudrais juste qu'on soit quand même attentif, mais j'imagine que ce sera qu'on respecte les grands équilibres, parce que la voix de la Belgique ne doit pas être moins importante que celle de la France ou de l'Allemagne. Quand même, il faut faire attention à ça. Il faut faire attention aussi aux questions qu'on pose. On ne va pas quand même remettre potentiellement les valeurs qui régissent l'Europe en question via ça. Et last but not least, les fake news. Les médias traditionnels ont un grand rôle de pédagogie à jouer, comme ce soir par exemple. Et effectivement, c'est un point qui est fondamental. Donc si vous voulez avoir de la vraie information, lisez les journaux. Et regardez la RTBF, évidemment, aussi. Je complète des phrases, mais c'est parce que vous avez fait attention à votre temps de parole. Vous avez dit, j'ai plus le temps. Yvan Verhoekstraat, force de loi, les référendums ou pas? 30 secondes, si vous voulez bien. Oui, mais il faut le faire progressivement. On le voit en Suisse, ça fonctionne très bien. Mais il y a toute une culture qui a été construite petit à petit, pas après pas, pour que les citoyens s'approprient cette démarche et cette manière de faire. Donc je pense qu'on peut commencer par des référendums, par des consultations populaires, avec l'objectif, d'ici quelques années, d'arriver à quelque chose qui est plus dans notre culture, qu'on soit habitué, qu'on soit construit, qu'on soit prêt pour correctement prendre des décisions. Saskia Bricmont, ce serait envisageable? Force de loi, ou bien ça c'est excessif? C'est le principe du référendum. Et toute la différence avec le préférendum, où c'est des choix préférentiels qui sont demandés pour consulter, donc plus dans la logique d'une consultation populaire. Mais je crois effectivement que ça se construit et que c'est l'objectif de remettre du dialogue parmi les citoyens aussi et de le rapprocher du politique. Et voilà, de lutter contre ce désamour. Et je crois que nos démocraties ont constamment évolué et que c'est une manière de faire évoluer les démocraties à côté de la démocratie représentative, d'avoir d'autres formes de démocratie en parallèle. On a parlé des valeurs, déjà, en anticipant un tout petit peu, mais c'est parfait, ça fait une transition, parce qu'à travers toutes ces questions, on se pose vraiment la question des valeurs, et on a l'impression qu'elles ne sont pas les mêmes partout. Alors je veux bien qu'il y a des différences de société, auxquelles admettons, mais même parfois il y a des valeurs qui sont allègrement bafouées, et ça, on va en parler à présent avec des images d'encore d'un voyage. Et ce voyage, il a été réalisé par Quentin. Quentin s'est rendu à Malte, et dans ce pays, c'est très compliqué, en particulier sur la situation des femmes. Là, Quentin, vous le voyez, à côté d'une jeune femme, une étudiante, qui est aussi une militante. Il a collé sur les murs des autocollants qui sont des autocollants informatifs sur l'avortement, notamment. De quoi rappeler aux femmes de ce pays qu'elles peuvent recevoir de l'aide. C'est fou de se dire que ça n'est pas nécessairement évident. Quentin a donc rencontré cette étudiante et vous allez l'entendre. Elle nous parle de la manière dont certaines femmes ne se sentent pas écoutées sur des choses pourtant toujours très graves. So we don't have access to abortion. We didn't have the morning after pill up until 2017. State of contraceptives is also crap in Malta. There's a lack of choice. A lot of women aren't using contraceptives well. We also have high rates of domestic violence. It is our second most reported crime in Malta. Sexual assault is not taken seriously in Malta. The maximum you can get for sexual assault, which is like for rape, is 7 years. And luckily, actually, Malta is one of the few EU countries that you have to prove consent, not violence. Bonsoir Quentin. Bonsoir. On vient de voir ce qu'on vient de voir et d'entendre ce qu'on vient d'entendre, avec des peines qui peuvent choquer, avec des choses qui peuvent évidemment énormément choquer. Vous retenez quoi de ce que vous avez vu, entendu sur ces questions-là, qui sont des questions graves évidemment? C'est toujours choquant d'être de pas avoir ses droits garantis
en tant qu'être humain selon son genre ou sa sexualité, et d'autant plus en Union européenne. L'image d'idéal de paix qu'on nous apprend quand on est petit, parce que justement on est là pour parler aux jeunes, cette image qu'on nous apprend de l'Europe, au final on se rend compte qu'elle n'est pas réelle. L'interruption volontaire de grossesse, par exemple, je crois que c'est votre proposition, ça doit être inscrit officiellement et respecté par tous les pays européens. Ça, c'est ce que vous demandez. C'est quelque chose qui doit être garanti, oui, tout du moins dépénalisé, qu'il n'y ait plus de peur de le faire et que, oui. Vous y croyez, ça, dans une Europe où les mentalités, les coutumes sont différentes? C'est possible, selon vous? Moi, je pense que c'est possible. On est quand même dans une société qui évolue. Et je pense qu'on a aussi une Europe qui est séparée. La démocratie a quand même... Enfin, comment dire? L'institution est quand même séparée de tout ce qui est religion et tout ça. Donc je pense que ça devrait être un droit garanti, oui. Et si ça ne l'est pas, si certains pays refusent de l'appliquer, on les exclut de l'Europe? Ça, c'est une question très compliquée, mais des sanctions ou des pressions devraient quand même être... Marc Botenga, vous êtes un petit peu en retard, tout comme Yvan Verhofstadt au niveau du temps de parole. Pour ou contre, par exemple, une charte qui inclurait ce genre de principe, interruption volontaire de grossesse, ou d'autres choses. On sait aussi qu'il y a une discrimination sexuelle qui existe dans de très nombreux pays. Et ma sous-question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces pays? Est-ce qu'ils ont vraiment encore leur place dans une Europe qui doit défendre ces valeurs-là? Mais moi, ce que je constate, c'est qu'on a toute une partie de règles, de principes déjà au niveau international. Et on a la Déclaration universelle des droits de l'homme, on a la Convention européenne des droits humains, on a toute une série de textes qui existent et qui sont malheureusement appliqués réellement nulle part en Europe. Je veux dire, ces droits humains sont violés partout en Europe. Donc on donne ces exemples-ci. On voit en Belgique que même des ministres se font condamner parce qu'il y a des gens qui dorment dans la rue, parce qu'on ne respecte pas justement leurs droits. On voit que l'Europe, à l'extérieur, ne respecte pas la Convention de Genève. Donc ces violations-là sont partout. Et donc moi, ce que je dirais, en premier lieu, plutôt que d'aller travailler sur une autre charte, appliquons les droits fondamentaux, les droits humains qui existent et qui sont reconnus et auxquels nous avons déjà souscrit. Et donc ça me semble fondamental. Après, nous sommes évidemment favorables à, non seulement, même en Belgique, par rapport à l'interruption volontaire de grossesse, à élargir ou allonger la période. Vous sentez de la frilosité à ce niveau-là? Parce qu'il y a des mentalités en Europe qui disent « Ouh là là, non, moi je pense que c'est des combats. Non, mais je pense qu'il y a des droits fondamentaux qui ne sont pas appliqués, mais dans plein de pays européens. Et ce que j'ai un peu regretté, par exemple, c'était qu'on a, et à raison, beaucoup critiqué ce qui se passait en Pologne ou en Hongrie, mais quand ensuite on voyait en France des violations des droits humains contre des manifestants, il n'y avait plus personne qui bougeait ici en Europe. Et ce 2 poids 2 mesures par rapport aux violations des droits humains qui existent partout en Europe, moi ça me dérange. Et je veux une Europe où ces droits humains soient garantis partout, pour tous. Robin, vous pensez quoi de ces pays qui aujourd'hui font partie de l'Europe et ne respectent pas les droits de l'homme? On va dire aussi, on peut mettre une pierre dans notre propre jardin. Si on consulte les condamnations de la Belgique en matière de gestion dans les prisons, c'est une catastrophe. Et donc, si on doit exclure les pays qui ne respectent pas les droits humains à ce niveau-là, on nous dirait, la Belgique, vous prenez la porte aussi. Je caricature pas. Donc, est-ce que vous êtes, vous, en tant que jeune, en train de dire, non, à partir du moment où il n'y a pas de respect, on exclut? Ou est-ce que, selon vous, non, des rappels à l'ordre, des sanctions budgétaires éventuellement? Non, effectivement, je ne pense pas qu'exclure un pays de l'Union européenne, ce serait une bonne idée. Surtout que souvent, quand un gouvernement prend une décision ou ne la prend pas, parce que là, c'est plutôt ne pas prendre de décision pour faire que des libertés soient légales, je pense que ça ne sert absolument à rien, parce qu'une partie du peuple, des gens, sont peut-être contre, et ce serait vraiment dommage de les punir pour quelque chose dont ils ne sont pas vraiment responsables. Donc moi, je pense que ça devrait plutôt être des sanctions budgétaires, et je pense que ça existe déjà, parce que malheureusement, dans notre société, souvent, quand il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas d'actes. Et donc, les gouvernements qui, pour l'instant, avec toutes les crises, doivent faire des économies, ça serait vraiment pas mal de continuer à mettre ces sanctions budgétaires pour les personnes qui ne respectent pas la liberté de choix fondamentale des gens de vivre comme ils ont envie de vivre. D'accord avec Robin? Moi, je pense qu'il doit s'engager en politique. Je pense qu'il est prêt pour s'engager. Ce serait pour quel parti, Robin? Non, je plaisante. Je plaisante. Non, mais je pense que c'est une parole très sage. Je pense que c'est la vérité. Je crois qu'on devrait avoir une norme sans sanction n'est pas une norme utile. Aujourd'hui, on sait qu'on doit avoir des sanctions, on devrait avoir plus de sanctions. Le respect des droits fondamentaux, c'est l'essentiel. C'est vraiment le cœur de notre démocratie, c'est le cœur de ce qui fait l'Europe.
Donc inscrire certains droits supplémentaires, je pense, c'est nécessaire. Donc, par exemple, l'interruption volontaire de grossesse, je pense que ça devrait être une base imposée à tout le monde en Europe et faire partie de ce cœur de valeurs qui nous unit. Et ceux qui disent non? Et ceux qui disent non à ça, je pense qu'ils n'ont pas leur place dans l'Europe. À des choses aussi fondamentales que des droits fondamentaux comme celui-là. Donc je pense qu'il y a des droits fondamentaux qu'on doit respecter, qui nous font notre société, la société qu'on veut créer ensemble. Au-delà de ça, l'harmonisation ne peut pas aller sur tout au niveau européen, parce que c'est vrai qu'il y a des sensibilités. Donc il y a des choses qui sont aussi fondamentales que l'IVG. Je pense qu'il n'y a pas de discussion à avoir. Par contre, il ne peut pas avoir une harmonisation qui nous amène au rabais. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a certains pays qui sont plus conservateurs que d'autres. Et donc, si on fait une harmonisation, ça doit être la base, avec la liberté pour les pays qui sont plus progressistes, d'aller plus loin que cette base. Donc, il y a des droits fondamentaux sur lesquels on ne peut pas transiger, sur lesquels il doit y avoir des sanctions si elles ne sont pas respectées. Mais on doit aussi laisser la liberté aux pays mais qui sont plus progressistes, qui ont cette possibilité et qui ont vraiment ces valeurs-là jugées comme essentielles, d'aller un cran plus loin. Donc, ne faisons pas une harmonisation à la baisse. Elio Di Rupo, la même question, elle est toute simple finalement. Des pays qui, et je vais reprendre l'exemple de l'IVG, finalement, puisque c'est celui qu'on a évoqué avec Quentin, ces pays qui ne voudraient à tout prix pas inscrire ça dans des textes officiels, qui ne voudraient pas finalement s'y plier, est-ce que ce sont des pays qui ont leur place en Europe? Je vous dirais ceci, je crois qu'il faut les sanctionner financièrement. On ne négocie pas avec les valeurs de l'Europe. Et d'une manière générale, que ce soit le droit à l'IVG, que ce soit le droit des homosexuels, des LGBTQIA+, que ce soit les libertés individuelles ou l'état de droit avec la séparation des pouvoirs, ça fait partie de nos valeurs. Et le pays qui ne le fait pas, c'est le gouvernement de ce pays-là qui ne veut pas le faire. Et il faut sanctionner financièrement pour que le gouvernement soit sanctionné et que les citoyens se rendent compte que c'est un mauvais gouvernement. Mais les exclure, moi je partage votre opinion, non. Parce que là, alors, ce serait le démantèlement de l'Union européenne. Même question, Sophie Wilmès, brièvement s'il vous plaît. Alors, les exclure, non. Un mécanisme de conditionnalité, c'est un mécanisme qui existe et d'ailleurs qui a été à la base d'une de mes interventions quand j'étais ministre des Affaires européennes sur les droits LGBTQI en Hongrie. D'ailleurs, c'est grâce à ce push-là qu'on a obtenu ce mécanisme de conditionnalité contre la Hongrie. Je voudrais juste rappeler qu'inscrire le droit à l'avortement dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, c'est utile parce qu'elle a la même valeur que les traités, mais ça n'est pas suffisant. Parce qu'il y a des pays en Europe où effectivement le droit est consacré, mais avec des conditions qui en fait font en sorte que les femmes n'ont pas le droit de décider pour elles-mêmes, parce que ces conditions sont tellement restrictives qu'elles vous empêchent de décider pour elles-mêmes en tant qu'être humain pleinement responsable de qui vous êtes. Fanny, un petit mot là-dessus. Vous estimez aujourd'hui qu'il y a un problème de respect, que tous les Européens n'ont pas les mêmes droits et qu'on n'arrivera finalement jamais à harmoniser ça ? Non, je pense que c'est possible. Moi, par exemple, j'ai été en Pologne et j'ai bien vu que, oui, ils n'avaient pas du tout les mêmes droits que nous. Donc, ça m'a fait me rendre compte qu'en tout cas, en Belgique, on a quand même de la chance. On a beaucoup de droits comparé à d'autres pays. Mais ce n'est pas pour ça que je pense que c'est impossible que dans l'Union européenne, ce soit uniformisé. D'ailleurs, c'est ma proposition, c'est que les lois concernant les droits LGBT soient les mêmes dans tous les pays. Et voilà, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. Et le droit à l'avortement aussi, pour moi, c'est un droit fondamental. Et comme Robin, je ne pense pas qu'il faut exclure les pays qui ne veulent pas s'aligner, parce que l'exclusion, c'est quand même quelque chose de très violent et c'est jamais bon. Mais oui, il faut mettre des sanctions budgétaires et utiliser cet argent justement pour aider les personnes concernées. Même en Belgique, on a des problèmes de discrimination, Lucas. Oui, un exemple tout bête. Donc les personnes LGBT, en fait, ne peuvent pas donner leur sang sans respecter un certain délai d'abstinence. Alors ce délai d'abstinence, il était d'abord à 12 mois, puis il a été revu à la baisse à 4 mois. Mais il faut savoir que ce délai d'abstinence n'existe pas pour les personnes qui ne sont pas LGBT ou qui sont hétérosexuelles, ce que je ne comprends vraiment pas dans une Union européenne et encore plus dans le centre de l'Europe. Alors certains prônent des valeurs qui, je trouve, sont passéistes. On retient notamment tout ce qui était vague de sida et on se dit encore que
on porte ça sur nous vraiment comme des pestiférés, ce qui n'est pas le cas. D'autres clament en disant que justement à cause de SIDA, on est plus à risque, ce qui est totalement erroné puisque les personnes qui donnent leur sang, aussi bien hétérosexuels, homosexuels, bisexuels, tout ce que vous voulez, doivent passer par un pré-test pour vérifier qu'elles ne sont pas infectées. Donc je trouve que même en Belgique, en tout cas à notre niveau, il y a des discriminations qui ne sont pas normales. On sort un tout petit peu de la question européenne, mais ça c'est quand même sacrément interpellant ce qu'on vient d'entendre. Oui, tout à fait. Et effectivement, nous, on est totalement contre cette imposition de délai pour donner son sang. On manque de sang, de manière générale. Et donc, il faut un maximum encourager les dons de sang. Mais par ailleurs, pour répondre à la question, nous, on est fondamentalement pour l'inscription de l'IVG dans la Charte des droits fondamentaux. Pourquoi c'est important? Parce que du coup, ça donne un levier pour agir si ensuite les États ne respectent pas ce droit et d'actionner ce mécanisme de conditionnalité. Sinon, on ne l'a pas. Par rapport aux familles LGBT, ça, c'est vraiment un dossier que moi, j'ai suivi et pour lequel je me bats. C'est effectivement d'assurer les mêmes droits et la reconnaissance intra-européenne des familles LGBT. C'est tout le cœur et le fondement de l'Union européenne, d'harmoniser vers le haut les droits existants. Un tout petit mot par rapport à tout ça, sur la situation en Belgique. Mais je pense qu'il a tout à fait raison. Nous défendons le fait qu'il y ait une égalité totale. Enfin, aujourd'hui, la question du sida, c'est une question qui est à la fois une question d'hétérosexuels et à la fois des homosexuels. Et comme il l'a dit, on fait des tests. Et le fait de discriminer, c'est véritablement, allez, je dirais, inacceptable. Et c'est un combat que nous menons et nous devons gagner ce combat. Je voudrais donner la parole à des jeunes qui sont présents ici sur ce plateau. On va tout doucement conclure cette émission. On aurait encore pu discuter avec vous pendant des heures. Je voudrais vous demander, je vais peut-être commencer par vous, Quentin, ce que vous retenez d'une soirée comme celle-ci. On parle souvent de désaveu, je l'ai dit, mais vous avez pu me faire des propositions concrètes. Je pense que vous avez eu des réponses concrètes. Vous sortez aujourd'hui rassuré, content, déçu, franchement? Je ressors satisfait. Des conversations, c'est toujours intéressant, mais c'est toujours à prendre avec des pincettes. C'est bientôt les élections. Voilà. Il y a certains sujets qui ont été mis sur la table parce qu'émotionnellement, c'était fort dans l'actualité, comme les agriculteurs, par exemple, les manifestations. Et est-ce qu'on les aurait abordés à un autre temps? Je ne sais pas, mais voilà. Juste partagé. Ça, c'est vrai. Je pense que c'est une initiative qui est très intéressante. On entend souvent, trop souvent, en fait, les jeunes se plaignent toujours de la même chose. Il y a une vision aussi qui me déplaît de voir que les jeunes, en fait, ne sont là que pour se plaindre, d'ailleurs, et souvent l'enseignement supérieur. Donc c'est un peu ennuyeux et répétitif. Et je trouve que permettre ce genre d'initiative aux jeunes, aussi bien de parler en plateau, d'accueillir des politiques, de partir en Europe pour aborder différents sujets et d'en sortir en tout cas des propositions, c'est définitivement quelque chose à faire et à refaire et à refaire et encore et encore. Mais pas toutes les semaines, parce que le Parlement européen n'est pas libre tout le temps. Non, ça fait un peu beaucoup. mais je pense que c'est important, surtout quand on voit que aussi bien pour les politiques, c'est intéressant d'avoir un électorat jeune, parce que on arrive aux élections, donc forcément il faut aussi pouvoir les attirer, eux qui sont peut-être moins intéressés dans la politique, mais surtout parce que on a de plus en plus de jeunes qui sont désintéressés ou mal informés, et je pense que c'est quand même notre futur qui est en jeu, et c'est très intéressant et très important. Ce qu'on va faire, et on s'y était engagé, j'ai ici dans les enveloppes toutes les propositions que vous avez tous les 8 soumises à nos partis politiques. Je vais les distribuer comme ça ira plus vite. Voilà, c'est toutes les mêmes, donc évidemment, il ne faut pas qu'il y ait de triche. Voilà. Mais faites passer, tenez, à remettre aux partis. Ce qui est prévu, c'est que vous allez rentrer avec ces propositions dans vos partis respectifs et on vous demande, dans une semaine, de fournir les réponses. Et ces réponses, on les publiera sur le site internet de la RTBF. Ça permettra à tout le monde d'avoir le complément idéal à cette soirée. Évidemment, les services de communication de vos partis comprennent qu'ils vont avoir des journées un peu plus longues que prévu et qu'ils n'avaient pas nécessairement besoin de ça. Ça, c'est la petite surprise du chef. Ça, c'est fait. Pour vous intéresser, et vous savez que la RTBF y tient particulièrement à ces élections qui sont cruciales, fondamentales. Chaque voix compte, on ne le dira jamais assez. Si vous ne votez pas pour quelque chose qui vous plaît même un tout petit peu, d'autres vont peut-être aller voter. On en a parlé pour des choses qui ne vous plaisent pas du tout. Alors pour vous aider, non pas pour vous inciter à aller vers un parti, mais pour vous faire comprendre qu'il y a peut-être des affinités, que vous avez peut-être des affinités à soupçonner vers l'un ou l'autre programme, eh bien il y a le test électoral de la RTBF vers lequel on vous envoie. Vous êtes quelqu'un peut-être qui connaissait la politique depuis longtemps, il y a le test électoral classique avec tous les niveaux de pouvoir. Il y a aussi, si vous êtes plus jeune, mais si vous êtes plus âgé, vous pouvez y aller aussi, le soi politique. Ce sont d'autres questions posées différemment, toujours avec des enjeux fondamentaux, une vraie manière d'y voir clair dans les programmes. C'est comme ça
qu'on va conclure cette émission, en vous remerciant toutes et tous d'y avoir participé. J'espère que vous en retirerez quelque chose de positif, comme nous, on en retire quelque chose de positif ce soir, je vous le dis franchement. Il me reste à remercier les équipes du Parlement européen qui nous ont accueillis dans des conditions pas faciles, parce qu'on n'a pas l'habitude de faire ce genre d'émission ici. Il me reste aussi à remercier évidemment toutes les équipes de la RTBF qui se sont démenées pour vous permettre de vivre le mieux possible ce grand rendez-vous qu'on a avec la démocratie. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, à la semaine prochaine.